Et maintenant, bande de connards, vous allez vivre un moment historique. Il est où, lui? Je vais venir te niquer. Ça va pas, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche, quoi? Je suis un homme en colère. On essaie de foutre le bordel chez Café Gaming. Ta gueule! Oui, je marche sur l'herbe. L'intelligence, c'est que le bon vouloir du savoir, de savoir pourquoi et comment faire le savoir. Libérez votre haine. Chacun pour soi! Salut à tous, on est ensemble pour un deuxième numéro de Chacun pour soi. On va parler, comme le mois précédent, on va vous parler un petit peu de vidéos, de jeux vidéo, de séries, de films, de bouquins, peut-être, que sais-je encore, de plein de choses, ce dont vous avez envie de parler en fait, tout simplement. Ce mois-ci, je suis avec Gekota. Et oui, je suis là. J'étais pas là avant, mais je suis là aujourd'hui. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Donc, Gekota, toi, ça fait longtemps que tu es avec nous sur Café Gaming. C'est ça. Café Gaming qui a 10 ans ce mois-ci. Bon anniversaire. Bon anniversaire. C'est chaud. ça fait beaucoup quand Ça même. nous rajeunit pas tout Ouais. ça. On est avec Coraline. Salut. Salut. Donc, cette semaine, ce mois-ci, je sais pas trop si tu as prévu de nous parler de grand chose. On va voir ça. J'arrive un peu à l'improviste, donc si j'ai des sujets qui viennent en cours de route, je participerai. Ok. Et Sinon, tu n'hésiteras pas à nous faire tes réflexions. Voilà, je viendrai avec mes petits à commentaires. juger nos goûts. C'est ça. Et on est avec Laurent. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Moi aussi. Moi, ça va tant mieux. toujours. Je suis content d'être là. J'espère que ça va. Je vais essayer d'un peu moins parler ce mois-ci. Parce que la Alors dernière oui, fois, j'ai entendu que tu avais écouté le premier podcast qu'on avait fait ensemble et que tu trouvais que tu parlais beaucoup trop. Ouais, même quand c'est pas mes chroniques ou machin. Tu coupais beaucoup la parole aux autres. Et... J'ai besoin de parler. Et Eddie est rempli de haine. Il y a beaucoup de haine en lui. En fait, moi aussi. Moi aussi, j'avais besoin. Il faut de l'interaction, c'est bien. C'est bien. Voilà, on va dire ça comme ça. On va commencer avec toi, Gekota. Eh bien d'accord. De quoi t'as envie de nous parler? Eh bien moi, j'ai envie de... Je me suis dit, je vais leur parler de jeux mobiles, ça va les endormir. Oui, mais non. Donc du coup, non. On va éviter. Je vais parler d'une série que j'ai regardée sur Netflix il y a 2 mois, Ouais. qui s'appelle Lucifer. Lucifer, je vois même pas ce que c'est. Bah non, en fait, c'est une série. Enfin, c'est pas Netflix à la base, mais bon, moi, je l'ai regardé sur Netflix. C'est en fait le diable en personne qui se dit. D'où le titre. Voilà, c'est vachement bien quand C'est même. Donc, raccord. en On anglais, prend pas sur le Lucifer Morning Star. Donc, en français, ils l'ont mis par Lucifer Étoile du matin. Ça rend un peu moins bien quand même, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, il se dit ouais, bon, je gère les enfers quand même depuis longtemps. Vas-y, j'en ai marre. Je vais aller sur Terre et puis je vais monter une boîte de nuit. Donc, ouais. Logique. Et donc, Excellent scénar. le mec, Moi, il je arrive. juge pas. J'ai regardé Sharknado 5 il y a quelques jours. Donc le mec il fait sa boîte de nuit et tout, hop, c'est la fête et tout. Mais du coup, bon, il garde quand même certains de ses pouvoirs. C'est-à-dire que quand il parle à une personne, en fait, ses plus profonds désirs vont s'exprimer. Genre, il parle à une personne et la nana, il fait ah non, mais j'ai vraiment très envie de toi. Ou tu sais, ça c'est fait n'importe quoi. Ou j'ai très envie de tuer Attends, lui, tu vois. parce ou que ça t'as peut être pas n'importe quoi, en fait. précisé. Là, on est sur de la Japanimation. Ah non, pas du tout. C'est Non. une série télé, donc qui passe à la télé. D'accord. C'est quelle nationalité? C'est américain, ouais. C'est américain. D'accord. Donc Lucifer parle avec un accent très british. Tu comprends pas. Ça fait Tu penser fais, au ok. film avec où Daniel Radcliffe, il a des cornes de démon, sauf que ça la version peut-être, 18+. Là. Mais non, mais du coup, c'est très drôle en fait. Enfin, là, il y a 2 saisons qui sont sorties. J'ai pas encore regardé la 2e saison. J'ai regardé que la première saison. Mais en fait, lui, il était tranquillement avec une nana, donc il parlait comme ça parce qu'il l'avait aidé, tout ça. La nana se fait tuer. Il se dit ah bah mince alors. Qui ça, lui? Le Lucifer en fait. D'accord. Lucifer, donc il était avec une nana. La nana se fait tuer, se fait descendre. Enfin, il y a quelqu'un qui passe qui l'a tué avec des flingues. Ah, il y a des flingues, hein, ça rigole pas. C'est quand même les Américains. Ouais, ça a l'air bien. Et donc du coup, il va aider une flic à trouver le meurtrier. Ah, voilà, on retrouve le côté Voilà. américain. Voilà, je me c'est- disais, ouais. ça manque là. C'est Et en les fait, consultants, attends, hein, si tu vous me dis aviez que parlé. Lucifer il devient consultant pour la police, Mais là, exactement, il devient consultant pour la on en police. parlait le mois dernier. quoi. Mais exactement. C'est Non, encore c'est une histoire de Lucifer. consultant. Il y a une nana qui se fait descendre. C'est Lucifer. Il l'encourage. Il l'aide à buter une deuxième. Mais Depuis quand Lucifer a de la police? Il en Ça a n'a aucun marre. sens. Il en a marre d'être méchant, tu vois. Ah Il ouais. en a marre d'être méchant. Donc du coup, il va aider une petite fliquette et
Et voilà. Et après, donc, bon, ils vont retrouver le meurtrier un peu. Et puis, ils vont chercher. Et après, il y a d'autres. Il fait, ah bah, en fait, c'était vachement bien. Tiens, je vais continuer. Je vais faire d'autres enquêtes, tout ça. Mais en fait, je pense qu'on va établir dans ce podcast un point dead zone où à chaque fois qu'il y aura un consultant qui vient aider la police dans une série, parce que le point dead zone. Mais non, mais c'est vachement bien. Mais là, tu mets la barre très haut quand même, parce que Ouais, non, ce sera le diable en personne qui aide la police. Mais déjà, la dernière fois, The Blacklist, c'est un pas mal, criminel le plus recherché. J'avais commencé à regarder The Blacklist, j'ai arrêté au bout d'une saison et demie. Ouais. Non, moi j'aime bien, mais bon, je veux dire, déjà le criminel, au départ, le pitch, c'est un peu limite, tu vois, le criminel le plus recherché qui vient aider le FBI. Mais bon, admettons. Mais Lucifer. Ah oui, non, mais franchement. oui. Parce que c'est pour ça que c'est drôle d'ailleurs, je l'imagine, parce que ça n'a pas de sens. Mais Lucifer, ça fait des centaines de milliers d'années qu'il a tourné le dos au bon Dieu pour venir foutre la merde. Et à la fin, il a dit, on j'en ai me marre. saoule en fait. Je vais aller monter ma boîte de nuit. Mais du coup, après, tu as Dieu qui envoie un ange à ses trousses pour lui dire, reviens en enfer, s'il te plaît. Oh là, vas-y, et donc voilà. Ça part trop loin. Donc voilà. Du coup, c'est Dieu l'antagoniste, c'est ça l'idée ? Concrètement, Dieu, on le voit jamais en fait. Concrètement, on le voit jamais, Dieu. Mais il a besoin d'un méchant pour être gentil. Mais voilà, il y a un méchant, on sait pas qui c'est. Il n'y a pas un grand antagoniste, un peu comme dans Blacklist ou alors Mentalist, machin. Il n'y a pas un grand criminel qu'on n'a pas encore vu de grand antagoniste. Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu. J'ai oublié le titre, mais ça me fait penser à un bouquin. Ton truc, c'est Dogma, quoi. Okay. C'est très sympa. Je me demande si c'était pas un bouquin de Lévy ou quelque chose comme ça. Enfin, pas du très grand. Pas de la grande littérature, c'est Dogma, mais le monstre en caca en moins, quoi. Voilà. Et dans la deuxième saison, apparemment, il y a l'ancien acteur de Smallville qui joue. Et il paraît que c'est vachement bien, donc moi je vais regarder le gars qui jouait Clark Kent, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Quand t'as dit il paraît que c'est vachement bien, j'ai l'impression j'ai lu sur Twitter qu'un mec a dit que c'était. Non, mais moi j'ai des amis qui m'ont dit c'est trop bien, il joue vachement bien. Donc je vais aller regarder la deuxième saison parce que là ils viennent de la mettre sur Netflix la deuxième saison, donc j'ai pas encore pu la regarder, mais je vais la regarder. D'accord. Mais dans Smallville il m'avait pas convaincu. Ouais, c'était un peu long Smallville. J'avoue que sur 10 saisons, t'en es pas discuté. On était ados tous, hein, donc la mémoire sublime un peu les souvenirs des fois. Non, mais moi, il m'avait paru déjà mauvais à l'époque. Et quand la mémoire fait même pas l'effort de se dire, c'est que c'est vraiment très mauvais. Tu vois. Donc, on vous recommande Lucifer et on ne vous recommande pas Smallville. Certaines saisons peut-être, à la rigueur. Non. Bon, ok. Le dernier épisode de Smallville qui clôture vraiment la série, ils ont été jusqu'au bout parce que les audiences se cassaient la gueule. Attention, tu vas spoiler. Le dernier épisode. Alors, attends, on met un avertissement d'abord. Si vous avez pas rattrapé Smallville, sachant que ça s'est terminé il y a peut-être 10-15 ans, rattrapez. Il n'y a pas de spoiler, mais c'est juste que le dernier épisode de Smallville, où les audiences étaient minables, donc ils ont dit faut terminer. Ils ont quand même fait l'effort de faire une dernière saison et de terminer. Le dernier épisode, il y a eu un record d'audience de ouf. Comme si tout le monde s'était dit bon, je vais pas regarder toute la série, mais je vais quand même venir voir la fin parce que je veux quand même voir. Il y a les gens qui t'aiment pas trop, que ça te saoule de les voir. Non, j'ai pas envie. Mais tu sais, le jour de leur enterrement, tu te déplaces quand même, tu vois. Tu sais qu'il y a beaucoup de séries. Il y a beaucoup de séries qui ont ce syndrome-là. C'est Dexter notamment qui avait chuté énormément sur les dernières saisons parce que c'était devenu complètement inintéressant. Ça, j'ai pas regardé la dernière saison de Dexter. Énormément de personnes ont regardé juste le dernier épisode pour savoir comment ça se termine en fait. Moi, j'ai bien aimé la fin de Dexter, sauf l'épilogue. L'épilogue, ça m'a gonflé. Je fais non, mais elle était parfaite la fin, quoi. Putain, pourquoi vous rejetez ça derrière, quoi? Regardez le dernier épisode de Dexter pour comprendre. Okay, voilà, on va éviter de spoiler ça quand même. On verra ça. Laurent, de quoi tu as envie de nous parler, toi? Je voudrais parler justement des polémiques qu'il y a autour du jeu vidéo et des médias en général avec les enfants. Parce que là, on va dire c'est un truc un peu obvious, mais explicite. étant jeune parent, donc un enfant avec Coraline, on a un enfant qui a un peu plus de 2 ans maintenant. On tombe forcément avec les algorithmes Facebook et compagnie. On tombe sur plein de reportages et plein de mises en garde. Attention, les tablettes, c'est très dangereux pour les enfants. Attention, regardez, cet enfant a des troubles cognitifs à cause des tablettes. Regardez, il ne décroche pas de sa tablette, il peut y rester dessus pendant 8 heures. Les pauvres parents ne peuvent rien faire dès qu'ils veulent lui enlever. Ils pètent un câble et machin, tout ça et tout. Et ça m'énerve énormément parce que j'ai l'impression que c'est cyclique, en fait. J'ai l'impression qu'on est toujours sur les mêmes polémiques qui tentent de dédouaner les parents de leur rôle en disant le problème, ça vient de. Le problème, c'est la technologie, c'est pas l'usage. Le problème, c'est la technologie. Voilà. Et ça m'agace énormément parce que là, mais c'est vraiment, il y a carrément les
les médias officiels à la télé qui invitent carrément des psys sur le plateau de télé. Genre sur des JT, ils font des reportages, tu vois, c'est regardé par des millions de personnes qui disent oui, il est vrai que j'ai remarqué que depuis l'arrivée des tablettes, il y avait une baisse de QI, une baisse de concentration, une baisse de machin. Est-ce qu'à tout hasard, tu penserais pas aussi particulièrement à une docteure qui fait beaucoup le tour des médias et qui a fait un lien très douteux entre la technologie et l'autisme? C'est un peu ça. Ouais, c'est parce un que peu je vois un peu de quoi tu parles du coup. Et du coup, alors, du coup, il y a des parents qui tombent dans le délire. Faut pas prendre une tablette parce que ça rend les enfants autistes. On va pas parler d'autisme sur pas du tout raccourci. Gaming, mais voilà, c'est non, mais il y a vraiment l'autisme. Sachez juste que l'autisme, pour faire court, l'autisme c'est inné. Tu développes pas l'autisme après ta naissance. C'est un trouble de développement du cerveau dans le ventre de la maman. Tu rends pas ton enfant autiste, que ce soit avec des vaccins, avec une tablette, avec un jeu vidéo, ça ne marche pas. Comme ça, pas comme ça. ne fonctionne pas comme ça. Le rock'n'roll non plus, ça ne rend pas Vous pouvez inviter qui vous voulez sur un plateau de télé, les faits sont têtus. Ça ne fonctionne pas comme ça, l'autisme. Et ça m'agace énormément parce qu'on a des parents qui sont en détresse parce qu'ils n'arrivent pas à gérer correctement leur gamin, parce que ça peut arriver. Des fois, on est un peu paumé. Il y a des enfants qui sont plus difficiles que l'autre. Nous, on a on a de la chance. Le nôtre, c'est un peu une crème. Hein. Il a ses humeurs, mais globalement, ça va. Il y a des parents qui n'ont pas cette chance-là. Je compare à mon neveu, c'est pas du tout la même chose. Et au lieu de les aider, on va leur dire, bah oui, mais il a une tablette. Non, enfin dire. C'est vrai, mon neveu a une tablette, et il a pris l'iPhone et il l'a mis dans le magnétoscope. J'ai pas compris. Ils disent qu'aujourd'hui, les enfants passent en moyenne 8 heures par jour sur les tablettes. Ça prouve qu'il y a une addiction, machin. Ça prouve pas qu'il y a une addiction. Je veux dire, moi, tu me laisses devant la PS4, j'y passe la journée. Est-ce que ça veut dire que quand je dois aller travailler, j'y vais pas parce que je préfère rester devant. Enfin, pas confondre. Enfin, c'est des enfants. Avec Coraline, ce qu'on fait, c'est qu'on varie un petit peu les loisirs. En fait, on fait un coup de la pâte à modeler, un coup du dessin, un coup de la peinture, un coup la télé, un coup les dessins animés, un coup les jeux vidéo, un coup les trucs. Mais on varie pour que dans quelques années, quand il sera en mode roue libre, il aura 1 heure ou 2 de temps libre. Fais ce que tu veux. S'il a envie de jouer à la console, il jouera à la console. S'il a envie de regarder Peppa Pig dans quelques années, j'espère qu'il sera passé à autre chose. Il sera sans doute passé à autre chose. Mais voilà, qu'il choisira ce qu'il préfère faire, machin, mais qu'il ait des temps pour chaque activité, pour que justement parce que s'il est monomaniaque, si tu lui présentes qu'un seul truc, parce que c'est plus pratique, tu fous ton gamin devant la tablette ou devant ton téléphone. C'est ça. Sur Netflix, il bouge pas, tu peux aller faire autre chose. C'est comme une nounou pour certains. Et vas-y, débrouille-toi. Moi, ce qui me rend dingue, c'est quand je lis, à 4 ans, il passe en moyenne 6 heures par jour devant les écrans. Et moi, je me roule par terre quand je lis ça, c'est pas possible. Genre, c'est le gamin qui délibérément passe 6 heures par jour. C'est-à-dire à 4 ans, il fait déjà son propre planning, tout ça. Voilà. On l'a laissé regarder 6 heures ou plus d'écran. Une tablette tactile, c'est pas un facehugger comme dans Alien. Tu peux lui enlever. C'est ça. Tu peux lui enlever, me dire, mais j'y arrive pas parce qu'après il crie. Qui crie. Il va crier un peu. Tu le laisses crier. Il crie 3 minutes, terminé. Il va vite en avoir marre. Après, s'il hurle pendant des heures et des heures parce qu'il a pas de tablette, c'est peut-être parce que la tablette, tu l'as laissé pendant des mois et des mois. Un peu tard, voilà. Ça, à un moment donné, faut vraiment avoir conscience de ces problèmes-là et les anticiper. C'est comme si tu laisses tout le temps un gamin jouer avec un xylophone, le jour où tu lui enlèves, il va péter un câble pareil. C'est pas parce qu'il y a une addiction au xylophone, tu vois. C'est dangereux, attention, les xylophones. Parce qu'aussi, sur les tablettes tactiles, tous les médias qui sont prévus pour les enfants, que ce soit Peppa Pig ou alors les jeux tactiles, machin, tout ça, c'est formaté pour les gamins. C'est normal qu'ils soient complètement absorbés. Regardez, il peut se passer n'importe quoi autour des enfants. Ils réagissent même pas. On remplace leurs parents à table par des inconnus. Ils se rendent même pas compte. Ils se rendent compte au bout d'un moment quand ils lèvent la tête. Bah oui, mais je veux dire, toi, c'est pareil. Tu fais moi, des fois, je suis sur Twitter. Coraline, elle me parle. J'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit. C'est pareil avec les enfants. Je veux dire, on a le même cerveau. Leur cerveau est en cours de développement, mais c'est les programmes qui sont faits pour les enfants sur tablette. Attention, spoiler, ils sont faits pour les enfants. Donc les couleurs, les musiques, les bruitages, les voix que prennent les doubleurs pour les dessins animés, tout est étudié. Mais c'est même flippant à quel point c'est étudié pour que ça puisse capter leur attention et les absorber pour qu'ils en regardent le plus possible. Et sur YouTube, c'est pareil, pour qu'il y ait plus de volume qui soit regardé, pour qu'il y ait plus de pubs affichées, etc. Donc c'est normal que si on laisse un gamin en roue libre, il va rester dessus. C'est prévu pour.
Moi, au-delà de ça, je trouve qu'il y a un vrai gros problème sur la manière dont c'est médiatisé, dans le sens où, à chaque fois qu'on aborde le sujet de la technologie chez les enfants, c'est toujours sous l'angle du danger, sous l'angle de la maladie. Alors que, il y a aussi une fatalité qu'on pouvait rien faire, quoi. Non, mais au-delà de ça, il y a surtout, quand c'est utilisé avec parcimonie, de manière raisonnable, il y a un critère d'épanouissement génial avec la technologie chez les enfants. Il y a des choses qui sont bien. Par exemple, grâce aux dessins animés, ils apprennent aussi du vocabulaire, les couleurs, des chansons. Moi, Ouais, parce que vous regardez énormément de Netflix Kids, en fait, la section enfants de Netflix. Exactement. Oui, alors énormément, avec parcimonie. Mais Peppa Pig, par exemple, je veux dire, c'est une source de contenu, quoi, assez intéressante. Il regarde clairement ces dessins animés-là et il apprend des choses. Si on lit sur la semaine, il en est à peu près à 30 minutes, 2 fois 30 minutes, 30 minutes par jour, 30-45 minutes par jour de dessins animés, il en est actuellement. Ouais. C'est-à-dire que le soir, quand il rentre, des fois, ça va être dessin animé. Mais des fois, le soir, ça va être non, pas de dessin animé aujourd'hui. Alors dès qu'il va rentrer, il va me voir, il va foncer sur moi, il va faire Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il veut. Parce qu'il a une préférence pour ça. Mais c'est pas parce qu'il a une préférence pour ça qu'on va lui donner que ça. On va dire non, aujourd'hui, Lego. Et là, il fait d'accord. Et là, il va vers ses Lego, il les sort, il les renverse par terre et puis il fait des Lego. C'est tout. Mais c'est parce qu'en fait, on a anticipé. On sait qu'il peut y avoir un souci de comportement avec les enfants si jamais on les formate à faire toujours la même chose, que ce soit la tablette ou autre chose, quoi. En fait, juste que tu dis oui quand ils réclament quelque chose et le jour où tu leur dis non, là ça va poser problème. Ouais, après moi, pour prendre mon exemple de vieux maintenant, du coup, au niveau technologique en tout cas, je sais pas. J'ai appris à lire sur un Amstrad CPC, quoi. J'avoue, t'es vieux là. Non, mais voilà, je veux dire, il y a aussi tout ce critère-là, mais qu'on néglige totalement, qui est qu'il y a des gamins qui vont apprendre à coder ou apprendre la synchronisation ou apprendre plein de choses grâce à un ordinateur ou un jeu vidéo, machin. Et ça, c'est un truc mais qui n'est jamais ne serait-ce qu'évoqué, tu vois. C'est vraiment un aspect positif de la technologie, et à force de faire peur aux gens, en fait, tu te retrouves avec du tout rien. Tu as des gens qui vont même pas essayer de montrer un tout petit peu comment ça marche avant que le gamin ait 7 ou 8 ans, ce qui est complètement idiot, à mon sens, parce que le gamin, il va bien voir partout autour de lui qu'il a des téléphones. Une tablette tactile à 8 ans, alors que chez le voisin, t'inquiète pas que la tablette, même chez la nounou, il va être tripoté. Typiquement, par exemple, avec les ordinateurs, moi j'ai eu mon père était dans l'informatique, donc j'ai eu un ordinateur à la maison, un PC, dès l'âge de 7 ans. Donc j'ai commencé à manipuler le PC, à apprendre des raccourcis clavier, des choses comme ça très rapidement. Je n'étais pas une calée loin de là, mais bon, j'avais les petits basiques, je savais faire des petites choses. Et à côté de ça, je suis arrivée au lycée. On nous a donné des cours à certains de base en informatique, à ceux qu'on avait besoin. Et c'est là que je me suis rendu compte. Pour moi, ça me paraissait complètement évident, naturel. Oui. Vous faites clic droit. Quand j'ai vu, vous bougez le mulot. Quand j'ai vu les questions pour savoir si oui ou non c'était utile, je me disais sérieusement. Et effectivement, ma camarade de classe savait pas la moitié des questions. Elle n'avait jamais manipulé un PC. Alors que ça fait partie un peu du monde dans lequel on vit aussi, quoi. On était au lycée. Ouais. Donc c'est vrai que sur le moment tu te dis waouh. C'est un peu comme si quelqu'un te disait j'ai jamais utilisé un grille-pain, ou à un moment donné, ça fait partie de notre quotidien aussi, les ordinateurs. Sur un CV actuellement, je trouve que c'est peut-être plus utile pour gagner des lignes sur un CV, parce qu'un CV sur une page c'est chaud. C'est plus utile de préciser si tu maîtrises pas l'informatique que l'inverse, parce que logiquement tu as accès à un ordinateur, même si tu n'as pas l'argent pour avoir un PC à la maison, tu sais utiliser un ordinateur, ne serait-ce que pour aller sur les réseaux sociaux. C'est l'usage vraiment basique de l'ordinateur, d'aller sur Twitter, Facebook, machin. Mais je veux dire, il y a tellement de millions d'utilisateurs sur pas de PC qui ont des tablettes à la place aussi. Tu vois, c'est ce qui est en train de remplacer un petit peu. Ouais. Et puis... Puis voilà, moi, je parlais de mes exemples de vieux, mais là, actuellement, tu as des gosses qui sont en train de développer des capacités impressionnantes parce qu'ils ont joué à Minecraft. Minecraft, avec le système Redstone, tu as vraiment moyen de faire des circuits électroniques très des poussés. gars, ils apprennent les circuits électriques grâce à Minecraft. Des trucs complexes, tu vois, des schémas ouverts, fermés, comment créer une calculatrice. Il y en a, ils font des calculatrices avec du Redstone dans Minecraft. Mais sans même aller vraiment... Là, c'est vraiment... Là, on part super loin, mais même à la base, avec les tout petits,
Mon fils, à partir de très très tôt, genre 8 mois, 9 mois, 1 an, devant la télé avec lui, avec des dessins animés pour gamins, mais sauf que tu es avec lui. C'est pas tu le laisses devant, toi tu vas faire autre chose, Voilà, machin. c'est ça. T'es avec lui, elle fait ah regarde, elle fait du toboggan, oh là là, oh elle est tombée, oh là là. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle joue avec les cubes. Le cube il est bleu là. Et après il développe du vocabulaire. Et après plus tard quand il voit dans la rue, on passe en voiture devant un square, il y a quelqu'un, il fait toboggan, toboggan, toboggan. Waouh. Ouais, bah ouais. Parce qu'il a reconnu, parce qu'il généralise, parce que pour lui le toboggan qui est un dessin animé, c'est le même que le toboggan qui est IRL. Et c'est vachement important. Et c'est en faisant des trucs comme ça aussi que là on parlait de l'autisme. Et bah justement, si tu fais ça avec ton gamin, bah ça va te permettre de remarquer qu'il y a peut-être des petits soucis au niveau de la généralisation, au niveau de l'appareillement, au niveau de toutes ces choses-là, de faire des choses avec ton gamin. Ça te met la puce à l'oreille et ça te permet d'éventuellement envisager plus rapidement un dépistage si jamais il se trouve qu'il y a peut-être un souci. Et si tu laisses ton gamin en freestyle devant une tablette pendant 3 ans, bah forcément, quand il arrive en maternelle, là, on va te dire ah, bah, écoutez, votre enfant, il y a un problème, il parle pas, c'est bizarre, machin. Ouais, là, tu vas pouvoir rester 2 ans pour avoir un dépistage, et puis arriver à 6 ans, peut-être qu'on dira qu'il est autiste, et puis il aura loupé toute la scolarité. Enfin, c'est pour ça que c'est important d'accompagner son enfant. Faut faire ce que Dora demande avec lui. C'est important. Il y a des trucs plus ou moins abrutissants, mais disons que si tu es à côté de lui et que tu agrémentes ça avec tes commentaires, ce sera déjà. C'est fait pour d'ailleurs, on se rend compte que tous les dessins animés qui ont l'air complètement. Enfin, tu citais Dora, qui ont l'air complètement idiots parce qu'ils sont bourrés de silence. En fait, tu te rends compte que c'est parce qu'ils sont faits pour être visionnés avec les parents, que les gens discutent en même temps. Il y a des silences parce qu'en fait, avec mon fils, par exemple, avec Dora, quand elle est silence, c'est qu'en fait, elle pose une question. Elle cherche d'être en interaction avec l'enfant. Et du coup, l'enfant, quand il est trop jeune, il comprend pas ça. Que la télé lui parle. Et donc, à ce moment-là, bah, quand il y a des questions, et les parents, moi, je réponds à la question. Alors, il est où, lui? Tu le vois? Il est où? Montre-le. Il est où? Il est là. Voilà. Et c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui est rose? Qu'est-ce qui est rose? L'éléphant, l'oiseau ou le poisson? Et sur l'image, il y a plusieurs animaux. Bah, c'est le poisson. Non. Et puis, au bout de 10 fois, 20 fois, 30 fois, il pose la question. Il comprend les phrases. Tu prends ta respiration pour répondre à la question. Et là, pouf, il te coupe la chic. C'est lui qui répond en premier. Et là, tu fais waouh! Mais tu passes à côté de tellement de moments comme ça quand tu accompagnes pas ton enfant, que tu le laisses comme ça en freestyle. Et du coup, c'est bête et c'est dommage. Pour étendre un peu du coup le sujet, est-ce que le souci ce serait pas aussi qu'on sous-estime complètement les gamins aujourd'hui? Enfin, je veux dire dans le sens où ils sont vachement forts les gamins. Bah oui, on a tendance à penser qu'ils ne savent rien faire. On limite énormément leur capacité d'apprentissage, alors qu'en fait, c'est l'âge justement où ils apprennent mais 10 fois plus vite que nous, à peu près tout. Tu leur donnes un iPhone, ils savent le déverrouiller en faisant de gauche à droite, tout ça. J'ai vu, même juste tout à l'heure, il connaît très bien le bouton pour allumer. Voilà, quoi. Moi, j'étais obligé de mettre le code avec le symbole, tu sais, le truc avec les. Le pattern Android pour déverrouiller. Android, parce que sinon, c'est mort, il met YouTube et tout. C'est un truc de ouf, il a 2 ans, c'est n'importe quoi. Et le pattern Android, je pense que d'ici quelques mois, il le connaîtra, t'inquiète pas. Le mien, il est super chelou. Il a fallu que je le dessine à Coraline pour qu'elle arrive à déverrouiller mon téléphone. Parce que c'est chaud. Mais surtout qu'en fait, il faut vraiment différencier. Il y a des médias qui sont complètement débiles. Il y a des médias qui sont faits pour éveiller les enfants, d'autres médias qui sont faits pour divertir. Alors le divertissement, c'est important aussi. C'est important de faire rire l'enfant, c'est important de le faire rigoler, de le faire sursauter, de développer l'attention, qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup d'informations en même temps. Il y a des connexions qui se créent dans le cerveau, c'est impressionnant. Le nombre de neurones qui se connectent à son âge, c'est un truc de fou. Mais il y a une différence entre Dora, Peppa Pig et de l'autre côté, Huggy et les cafards. Oui. C'est pas le même usage. Il faut un peu des deux, quoi. Tout simplement. Il faut un peu des deux. C'est vrai que nous, on va plus sur l'éducatif que Huggy et les cafards, parce que c'est vrai que ça me saoule vite, en fait. C'est toi, en fait. Comme on les regarde ensemble, on trouve ça tellement débile, mais sauf que c'est pas parce qu'un dessin animé est débile qu'il est pas utile. Genre, l'objectif, c'est pas de lui raconter une histoire qui est censée. Ça peut aussi être bien d'avoir des périodes de décompression, voilà. L'objectif, ça peut être de le divertir, ça peut être de stimuler son attention avec des stimuli, des machins, des couleurs, des trucs comme ça, des mouvements pour faire bouger les yeux. Ça peut être de lui faire comprendre ce que c'est que Noël. Oh tiens, quand tu touches un rosier, tu te piques le doigt, il y a une goutte de sang qui sort, on te met un pansement. Le scénario, tu dis waouh, c'est du Shakespeare là. Ben non, mais on s'en fiche. Le but, c'est que le jour où il va se piquer le doigt sur un truc, il va venir te voir. Pansement. Et là, tu te dis waouh, le formatage de ouf. Bah oui, mais c'est ça. On a besoin de se formater parce qu'il a un disque dur vierge. Il faut bien lui mettre des trucs dedans pour qu'il
pour qu'ils l'apprennent. C'est ça, là on parle vraiment d'éveil, mais à un très jeune âge, c'est pour ça. C'est ça, voilà. C'est des Donc, notions qui nous semblent élémentaires. C'est souvent, c'est la mode en ce moment, c'est ces enfants-là qui sont mis en avant dans ces reportages-là. Regardez, il est en âge de la maternelle, et puis voilà, sa mère l'appelle, il répond pas, machin, truc. Bah, il est absorbé par la tablette, ouais. Après, des fois, il y a aussi des problèmes d'audition, mais c'est encore autre chose qui arrive. Mais globalement, ouais, il faut faire attention à la manière dont on utilise la technologie avec les enfants, mais c'est pas pour ça le problème, c'est pas la technologie, c'est l'usage qu'on en fait. Une voiture, ça tue des gens. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit arrêter de les conduire? Il y a un moment donné, il n'y a pas de permis pour être parent. Donc on n'a pas le choix, il faut être vigilant. Voilà, on pourra jamais interdire aux gens de faire des enfants. Voilà, donc faut faire attention, et interdire les tablettes ne sera jamais la solution, parce que interdire les tablettes si tu veux, les parents qui sont pas à l'aise avec l'éducation de leurs enfants, ils trouveront d'autres moyens de tout foirer, voilà, exactement. Ils se mettront devant la télé à la place. Donc puis s'il n'a pas de tablette chez lui, il ira voir chez le voisin, voilà, il aura. Non, et puis chez lui, il se mettra devant un autre écran, ou alors il se mettra devant autre chose. Enfin, il y a toujours quelque chose. Il faut diaboliser ni la technologie ni ces parents-là. Il faut juste accompagner les parents qui ont des difficultés, quoi. Et les parents qui ont des difficultés, c'est pas forcément des teubés. Ça peut être des parents qui sont dans la norme, mais qui ont des gamins qui sont insupportables. Ça peut arriver aussi. Et puis peut-être aussi qu'on été effrayés, encore une fois, par le discours super anxiogène qu'il y a sur le sujet. Et puis il y a des enfants qui ont des troubles du comportement aussi, qui sont pas faciles à encadrer, machin. Donc voilà, mais ça sert à rien de faire des reportages où tu vas filmer les enfants qui répondent pas à leur maman pendant une demi-heure quand on les appelle. On est ton gamin, tu l'appelles une fois, deux fois, la troisième fois, tu vas le chercher. Tu l'appelles pas 5, 6, 7 fois, parce qu'au bout d'un moment, nous on fait ça à l'école avec les enfants autistes. Mais c'est pareil pour les neurotypiques. Ton gamin, si tu l'appelles 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et qu'au bout de la 10e fois, tu vas le chercher, le gamin il se dira quand on m'appelle, c'est bon, elle peut encore m'appeler 9 fois, donc je profite du dessin animé au maximum avant qu'elle arrive. C'est binaire, un enfant, quand c'est tout petit, ça va chercher à gratter au max. Donc tu l'appelles, tu lui donnes une consigne une fois, 2 fois, à la deuxième fois, à la troisième fois que tu donnes la consigne, tu le prends par la main, tu lui fais faire la consigne. Que ce soit se laver les mains, mettre ses chaussons pour aller dehors, peu importe. Être parent, ça s'apprend. C'est pas inné pour tout le monde, quoi. Voilà. Ok. Non, mais c'était extrêmement intéressant, l'air de rien. On le sent bien, on le sent bien. Donc moi du coup je vais parler d'un truc complètement couillon en comparaison. Alors, je suis désolé de... Nintendo Direct alors, quel vilain. Non, pas couillon à ce point-là quand même. Non, j'avais envie de vous parler de Casa de Papel, qui est une série Netflix. Je ne l'ai pas vu celui-là encore. Tu l'as pas vu, qui a eu une excellente réputation, beaucoup de personnes en ont parlé. Netflix, il faut savoir qu'ils font beaucoup de séries originales et que là, de plus en plus, ils essaient de faire du contenu dans différents pays. Donc, ils ont des séries originales au Japon, ils en ont en Italie, ils en ont en France. On a eu le merveilleux Marseille. Avec une deuxième saison récente. Oui, que je n'ai pas vu. Avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel. C'était un chef-d'œuvre. Voilà, est-ce que les Marseillais ont apprécié ou est-ce qu'ils ont encore plus gueulé que les autres? Je pense qu'ils ont encore plus gueulé que les autres et ils ont des raisons de le faire. Mais voilà, je veux dire, nous, on a démontré tout notre savoir-faire en termes de série. Et à côté, tu as Casa de Papel, qui est donc la série originale Netflix en Espagne, pour l'Espagne, mais qui est dispo du coup dans le monde entier, parce que c'est tout l'intérêt de la chose. Et ça parle en fait d'un groupe de criminels qui vont essayer de faire le casse du siècle, un peu à la Ocean's Eleven, un petit peu. Mais ils sont pas consultants cette fois-ci. Du coup, c'est non. Et puis pour le FBI. Et puis là, c'est des vrais acteurs, c'est pas des stars qui viennent cachetonner, tu vois. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'attaquer à l'hôtel de la Monnaie, donc à Casa de Papel. Et l'idée, c'est qu'ils vont faire une prise d'otage sur place et qu'ils vont essayer d'y rester le plus longtemps possible pour imprimer de la monnaie, en fait. D'accord. L'idée est complèement géniale de base. C'est-à-dire que les épisodes de la série, ils sont dans le truc, machin, c'est en temps réel comme Jack Bauer, c'est ça? C'est pas en temps réel, mais il y a un vrai sens du timing, du suspense. Je trouve ça super bien foutu. Bon, là, je vous spoil pas grand-chose. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est le pitch, quoi. C'est le premier épisode, quoi. Et c'est super bien foutu parce qu'il y a vraiment... Il y a une psychologie des personnages, c'est l'anti-Marseille, vraiment, je sais pas comment le décrire autrement. Non, mais ça me choque en fait de voir à quel point on peut avoir des cultures différentes alors qu'on n'est pas très loin de l'Espagne, concrètement.
L'image de présentation de la série, c'est l'espèce d'Amélie Poulain en version Vendetta ou... Non, en fait, c'est un masque de Salvatore Dali. D'accord. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. On avait vu cette image-là. Et moi, j'avais dit à Coraline, on dirait Amélie Poulain versus V pour Vendetta. L'image, ça m'avait fait penser à ça parce qu'il y a une nana qui remonte énormément à Audrey Tautou. Et il y a plein avec des filtres un peu à la Jean-Pierre Jeunet. Effectivement, ils mettent des masques de Dali. Et ils mettent des masques, machin, et ça m'a fait penser un peu à un V pour Vendetta. Une contrefaçon, tu sais, genre les films indiens, tu sais. En tout cas, ok. Du coup, moi, j'étais pas du tout attiré par le truc à cause de ça parce que j'avais une image tellement bête dans la tête. Le nom aussi, tu te dis, mais c'est quoi Casa de Papel? Oui, quand on parle pas espagnol, ça parle pas. Mais il y a vraiment un côté assumé dans le sens, c'est une série qui a été faite en Espagne, donc des fois ils ont des références un peu pour eux, des références espagnoles que tu comprends pas forcément. La VO est en espagnol, donc c'est plus sympa de regarder ça comme ça. Ils ont fait une VF. Ils ont fait une VF, oui, il y a une VF, mais c'est l'avantage de Netflix, c'est qu'ils traduisent énormément tous ces contenus-là par rapport à une série qui aurait été réalisée pour la télé espagnole, par exemple. Et voilà, c'est extrêmement bien pensé. Il y a beaucoup de suspense. C'est une série assez longue. En plus, il y a 12 épisodes, je crois. Putain, j'ai flippé, je t'avais d'autres 12 saisons. Non, il y a une saison. Il y a les gars, c'est Netflix, 12 épisodes de, je crois, 50 minutes chacun. Tu vois, donc c'est vraiment format long. Ah ouais, d'accord, pour une dizaine d'heures, quoi. Facile. C'est une longue série. Pas mal, quand même. Mais ça se termine au bout d'une saison ? Est-ce que je peux dire ça ? Il y a une conclusion ou alors il va y avoir une saison 2 Non, je pense qu'il y a une conclusion. Je sais pas du tout s'ils ont prévu une saison 2. Je t'avoue. Une conclusion avec une petite porte ouverte au cas où. Il y a toujours une porte ouverte. Ils reviennent cette fois, ils vont presser des pièces. Moi, sincèrement, je pense pas qu'il y ait matière à faire une deuxième saison. Mais après, sait-on jamais. Ils ont bien fait une deuxième saison pour Marseille. Hein, bon. Non, mais Marseille, voilà, c'était quoi c'est l'anti-Marseille, qu'est-ce qui est... Mais parce que Marseille, tu as tout ce qu'il faut pas faire dans une série. Pour fabriquer des pains bagnats, ça Non, mais tu as des acteurs qui ne savent pas jouer en roue libre. Oh mince. Alors pourtant, il y a Depardieu dedans, mais le jeu venu cachetonner, puis c'est barré. C'est ça, en fait, tu as des célébrités qui viennent cachetonner, alors que dans Casa de Papel, ils ont que des jeunes acteurs talentueux qui doivent pas coûter très cher. Donc, ils sont là qui donnent le maximum parce qu'ils sont là aussi pour se faire repérer un peu, quoi. Et puis surtout qui sont là parce qu'ils sont bons, en fait, tout simplement, tu vois. Alors que j'ai envie de te dire, Benoît Magimel, il est là parce qu'il a un nom, mais il est catastrophique dans Marseille. Il a peut-être été bon dans d'autres trucs, mais dans Marseille, c'est non. À ce point-là, tu l'as vu la série ? Tu l'as vu Marseille ? Ouais. Non, il critique ça. La première saison. La première saison. La deuxième qui est sortie tout récemment, j'ai même pas osé. Il ose pas. Parce qu'on m'a dit, en fait, Marseille, il y a un petit côté divertissant si t'aimes les nanars. Tu vois, faut aimer. Si t'es du genre. J'aime les nanars, mais pas au point de regarder une série nanaresque. Parce qu'un nanar d'une heure et demie, ça va. Mais est-ce que tu aimes les dialogues nanardesques un petit peu? Oui, mais pas pendant une série entière. Non, à la limite, je me fais une nuit à Nanarland, mais bon, une alors. saison entière, il faut vraiment. Parce que là, c'est de la passion, c'est plus de l'affection. Ce qu'il y a d'absolument génial, du coup, on va parler de Marseille. Ce qu'il y a d'absolument génial dans Marseille, c'est que absolument toutes les deux phrases se rapportent au cul. Systématiquement. Ah, mais c'est marseillais, ça c'est ouais, je sais pas, c'est peut-être la vision qu'il voulait donner de la France à l'international, je sais pas. Peut-être la vision que le réalisateur avait des Marseillais, je sais pas aussi. Et toujours avec des termes mais de bon français, quoi, donc genre bite, cul, voilà, des trucs. Donc c'est vulgaire, quoi. Oh, c'est complètement vulgaire, oui. Et finalement, c'est une série qui ne raconte rien en plus, quoi. Au début, il n'avait pas d'histoire finalement. Non, mais au début, il l'avait présenté comme une espèce de version romancée de comment il s'appelle le maire de Marseille. Balazapi, non pas encore. Mais non. Jean-Claude Godin. Jean-Claude Godin, donc vraiment. C'était des luttes de pouvoir, des machins. C'était présenté presque comme le House of Cards à la française. Tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il. C'est un peu comme ça qu'il avait vendu. Ouais, complètement. Moi, j'avais vu ça avec le drapeau français qui flottait dans l'eau avec Marseille derrière. Il y avait une super imagerie qui était. Ils avaient fait la promo de la série, un truc de ouf. Il y avait des pubs partout et tout. Et au final, tu dis que c'est du. Un peu mafieux peut-être. C'est ça, sauf que c'est fait. Mais et au final, ils ont fait du soap, quoi, au final. Non, mais c'est même plus du soap. C'est Plus belle la vie, mais. Avec une caméra 4K, quoi. Là, j'ai envie de te dire, Plus belle la vie, il y a un scénario à côté de Marseille. Là, on est vraiment sur de la série Camping Paradis, tu vois. Ouais. Environ. Mais en vulgaire.
Parce qu'on est sur Netflix, donc on peut dire des gros mots. Quand on dit Paradis, c'était quand même tout public, je veux dire. Alors ça passe sur TF1 Série Film. Ça passe sur TF1. Ils ont un partenariat avec TF1. Parce que TF1, Camping Paradis, quand même, à côté de ça, Joséphine Ange Gardien, c'était trash, tu vois. C'est ça. On est sur le niveau 0 de l'impertinence. Là. Donc voilà, on aimerait. Là, il y a d'autres séries qui sont en cours de création pour la branche française de Netflix, qui sont un peu plus encourageantes. Je me souviens plus du détail des projets, mais c'est un peu plus enthousiasmant. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de mieux, parce que quand on voit Les Étrangers nous foutent la misère, quoi. C'est dommage d'avoir des trucs aussi nuls quand... Ouais, même au Brésil, là, pour Netflix, je crois qu'ils avaient fait 3%, un truc, je crois que ça s'appelait 3%. Moi, j'avais bien aimé. C'était des gamins, en fait, qui vivaient dans la pauvreté. Il y avait que 3% des mecs qui allaient accéder à la richesse sur une île paradisiaque. Et il y a des épreuves et tout. Je trouvais ça vachement sympa, quoi. Ouais. Ah oui, il n'y avait pas un héros qui était en fauteuil ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est parce que moi, il était mais toi, tu rapportes rien, donc t'es un machin. Ça. Il y avait tellement moi, je trouvais ça vachement sympa, le principe. Et chez nous, on se tape Marseille. Voilà. Je l'ai pas vu, mais oui, ça m'a intrigué. Il y a Narcos aussi. Il y a des séries quand même Netflix qui sont. Voilà. Faites un effort, les gars. Quoi. Ouais, voilà, on nous regarde. On nous regarde à l'international. Netflix, il y a beaucoup d'abonnés. Quoi. Puis on a quand même quelques bons réalisateurs en France, donc c'est dommage de gâcher ça. Ouais, ils ont du mal à passer le cap. Ils sont encore. Je pense c'est encore bloqué dans le côté cinéma, machin, Molière. Je pense que la télé fait tellement de mal aux séries en France. Ouais. Que du coup ils sont engoncés dans ce truc-là et ils n'arrivent pas à en sortir, même en passant par Netflix, tu vois. Même en passant par Netflix, il faut qu'il y ait toujours ce côté un peu nul de la fiction française. Parce que tu regardes aux États-Unis, moi ça fait des années que je me rends compte que les bonnes idées pour faire des super films de ouf, machin, souvent elles atterrissent sur des séries. Et il y a beaucoup de séries qui sont un peu mollassonnes et machin, qui mettent du temps et tout, et je me fais chier parce que je me dis mais ce scénario-là, il aurait fait un super film en fait. Mais sauf qu'ils le font en série parce que les gens consomment plus de séries. Et inversement, tu as aussi les films comme Marvel et compagnie, machin, qui se mettent à faire des séries, mais au cinéma. Donc, que tu vas regarder un Marvel aujourd'hui, tu as 50% des phrases qui font référence à un film que tu n'as pas vu. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que justement, le problème, c'est qu'ils se sentent obligés de rappeler un peu tout ce qui s'est passé à chaque film. Et chaque film est obligé d'avoir un début et une conclusion, ce qui n'est pas le cas pour un vrai épisode de série. Donc, à chaque fois, tu as un grand méchant par film, tu as un arc narratif qui doit se terminer dans le film. De se suffire à lui-même. Les films sont censés se suffire à eux-mêmes. Et pour moi, c'est ça le gros échec de ces films-là, justement. Pour ne prendre que Black Panther, qui est le dernier à être sorti, t'as l'acteur là qui fait Fargo, c'est Bilbo et tout ça. Martin Freeman qui bosse pour le gouvernement aux États-Unis, etc. Et il arrive dans Black Panther et puis c'est vite fait, quoi. Il dit machin, ouais, il bosse pour le gouvernement. Tu sais, genre, il lui dit parce qu'il y a des personnages dans le film qui ne savent pas qui c'est. Donc, du coup, ça fait un prétexte pour rappeler qui c'est. Mais du jeu, il bosse pour le gouvernement. Mais sauf que tu n'as pas idée à quel point il est important ce gars-là, parce qu'en fait, il est là dans plein de films, il se passe plein de trucs, machin. Et là, il est là comme ça. Tu te dis, c'est juste le consultant des super-héros. Je sais pas, c'est l'inverse. Non, c'est un peu frustrant, les Marvel, parce qu'ok, ils peuvent être pris indépendamment. T'es jamais complètement paumé. Moi, j'ai vu que le premier Thor, j'ai pas vu les deux suivants, j'ai pas vu Ragnarok et j'ai pas vu l'Âge des Ténèbres. On s'en fout, je comprends ce qui se passe dans les Marvel. Parce que c'est fait pour. Mais c'est vrai que n'empêche. Ça me choque pas. Je veux dire, ce gars-là, moi, j'ai pas vu tous les films, donc je l'avais encore jamais vu. Ou en tout cas, je m'en rappelais pas, mais je pense que j'ai jamais vu. Ça m'a pas du tout choqué, quoi. C'est pensé pour. Alors... J'ai pensé même à l'inverse, qu'il arrivait ici en introduction pour peut-être un prochain film. À part pour les Avengers, il y a une conclusion à chaque fois, parce que ça ouvre pas la porte à suivre. Même pour les Avengers, tu as toujours un peu un combat final. C'est plus les Star Wars qui font ça, ce côté à suivre à la fin du film. C'est plus ceux-là qui sont un peu plus loin dans le délire. Mais Marvel, ils osent pas aller jusqu'au bout de leur démarche, en fait. Ils sont obligés quand même de faire un film. Tout ça pour dire que les scénarios ont tendance à s'étaler sur plusieurs épisodes, que ce soit au cinéma ou sur Netflix ou sur peu importe Amazon, le côté fil rouge qui a apparu un peu avec des séries comme Orange is the New Black et tout, où t'as des fils rouges qui durent littéralement 3 ou 4 saisons, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Et puis moi, au bout d'un moment, je me dis l'histoire m'intéresse, mais j'ai pas 40-50 heures à investir là-dedans, quoi. Il y a d'autres histoires que j'ai envie de suivre aussi. L'histoire m'intéresse, il y a des enjeux, il y a des messages, des machins, mais il y a 40 séries à regarder. Ça crée aussi un investissement émotionnel, tout ça, qui fait que ça t'as pas la même émotion à la fin d'une série qu'à la fin d'un film. Moi, je me rappelle la fin de L'Arme Fatale 4, ça m'avait fait bizarre, parce que tous les personnages, tu les avais suivis pendant X années. À chaque fois, il se passait plusieurs années entre chaque film. Alors, tu t'étais rematé les films des dizaines de fois entre chaque suite. Alors qu'en soi, il y en a pour même pas une dizaine d'heures de films. Tu fais ça dans
dans la journée. ça. Je veux dire, c'est 4 films de 2 heures, terminé, basta quoi. Mais t'as passé plusieurs années avec. Mais une série voilà, comme The Walking Dead, c'est vrai que quand t'as un personnage qui meurt, par exemple dans Walking Dead, tu fais non, t'es triste. c'est pas possible, pas lui, machin, un truc. Alors que tu sais pertinemment que les gens sont là pour être tués quoi, dans cette série. Là, tu viens d'expliquer tout l'intérêt de Game of Thrones et pourquoi ça fait un carton, quoi. Mais les séries, ça a tendance à devenir de plus en plus envahissant. Donc, il faut que les réalisateurs qui sont compétents, qui ont du talent, tout ça pour dire ça en fait, qui comprennent qu'il faut qu'ils s'y mettent. Parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'eux. Parce que le cinéma, le public tend à partir vers les séries. Parce que c'est un format qui marche bien. Les séries, Et puis même c'est des katas des fois où il y a beaucoup de fillers, beaucoup de trucs où tu vois, comme dit Bilbo dans le Hobbit, il dit c'est une noix de beurre qui a été étirée sur une tartine trop grande, tu vois. Bah, c'est un peu cet effet-là que ça fait des fois. Je me souvenais plus de cette citation. Mais elle est pas mal. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Donc il faut qu'ils s'y collent parce qu'on a besoin d'eux pour kiffer un peu. Et j'ai dit que j'allais parler un peu moins ceux qui ont fait Game Parce que les séries, ça devient de plus en plus rentable aussi, tout simplement. Les séries, maintenant, s'internationalisent très bien, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 10 ans, par exemple, grâce à Internet, grâce aux plateformes comme Netflix. Maintenant, je veux dire, t'es plus obligé d'attendre 3 ans pour voir sur M6 l'épisode d'X-Files, tu vois ce que je veux... dans le mauvais sens, ils te mettent dans le mauvais ordre, les épisodes, les censurés, tout ça, en VF only. C'est ça. Quand t'enchaînes l'épisode 11 avec l'épisode 23, tu fais quoi ? Je comprends pas. Après, mais cet épisode, il est trop violent, alors on va le passer après, à partir de 23h. Et celui-là, ouais, mais du coup, l'histoire elle est à l'envers, en fait. Ça nous avait fait ça avec NCIS. Il y a une nana de l'équipe qui se fait tuer. Et l'épisode d'après, elle est là. Salut Dinozo, tu veux un café? What? Pourquoi il réagit pas? Elle est morte! Ouais, là, c'était 2 saisons avant, ça machin. Tellement, quoi. Pourquoi? Qui a programmé ça? T'as l'impression qu'ils font un bingo pour savoir dans quelle heure ils diffusent les épisodes avant le truc. Mais c'est aussi pour ça qu'avant, les séries essayaient de pouvoir être vues un peu dans le désordre. Ouais, que chaque épisode peut être vu. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, les séries, c'est effectivement, si t'as loupé ne serait-ce qu'un épisode, tu comprends plus rien du tout. Et justement, parfois ça manque un peu de retrouver ces séries où tu peux regarder juste un épisode comme ça. Bah maintenant c'est plus du côté série comique maintenant que ça va se faire ce genre de truc en fait. Et les petits épisodes de 20 minutes, voilà, ça existe encore. Même dans les séries comiques, ils ont tendance à introduire des vrais fils rouges. Ouais, mais après c'est des trucs. Quand tu regardes bien comment c'est fait, ils se débrouillent pour que si t'as loupé des épisodes, ils le rappellent un petit peu résumé à chaque fois, pour quand il y a un truc ce que tu as besoin de savoir. Voilà, donc effectivement, ils pensent beaucoup à ça, je pense, et ils font très attention à ce que les gens comprennent malgré tout. On va faire un deuxième petit tour. Gécota, de quoi tu as envie de nous parler? Est-ce que ça va être un jeu mobile? Eh bien, écoute, de quoi j'ai envie de vous parler? J'ai envie de vous parler d'un jeu que j'ai acheté récemment sur Switch. Ah, ça qui était sorti... C'est un peu mobile quand même. Mais... Ouais, c'est ça, en fait, qui était sorti il y a plus d'un an, je crois, sur PS4 et sur PS Vita, qui est Dragon Quest Builder, qui est un Minecraft à la sauce Dragon Quest. Alors, on se dit, ouais, mais c'est Minecraft, c'est nul, c'est pareil. Mais en fait, ils t'ont vraiment foutu du RPG, ils t'ont mis de l'humour dedans, ils t'ont mis vraiment plein de trucs. Moi, je trouve ça sympa. Alors, après, c'est peut-être un peu cher sur Switch, alors que tu peux le trouver beaucoup moins cher du coup sur PS4. J'ai vu des images, des vidéos de ce jeu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas très beau, par contre. Non, mais au-delà de ça, c'est du Minecraft, donc voilà. Il y a une charte graphique à respecter. Sur du cubique. Ça peut être un alibi, mais bon, voilà. Au-delà de ça, ça a l'air d'être un Minecraft-like qui sait pas trop où il va. Enfin, c'est très bizarre. Ouais, non, mais moi, je l'ai pas encore terminé parce qu'il est. Je crois qu'il y a 40 heures de jeu. Il y a un vrai mode solo. Apparemment, il y a 4 chapitres de 10 heures, donc t'as 40 heures de jeu. D'accord. Mais graphiquement, c'est vraiment pas un mode de. Mais graphiquement, non, c'est super coloré. C'est super mignon. Les sprites sont plus grands, je crois. Ils sont plus travaillés. C'est pas des cubes, en fait. Les sprites. Oui, non, voilà. Les sprites, c'est des vrais sprites. Donc, c'est du Dragon Quest. C'est bon, c'est quand même joli finalement, parce que bon, ça te rappelle tes vieux Dragon Quest. Tu retrouves l'ambiance. C'était Dragon Ball de l'époque. Hein, c'est le même. Parce que sinon, n'importe quel modeur fera une skin Dragon Quest sur Minecraft et puis basta, quoi. Mais là. Et donc voilà, tu vois, ça fait plaisir quand même tu poses tes cubes, tu parles à tes PNJ, les PNJ te donnent des quêtes, faut que tu ailles chercher des trucs.
c'est quand même un MMORPG, mais solo finalement, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça vachement sympa en fait, parce que j'aime bien faire des. Enfin, voilà. J'aime bien faire vivre des choses, tu vois. Donc je vais. Ça ne veut rien dire. Mais si, j'aime bien. Mais du coup, non, mais le côté builder, c'est quoi? Parce que du coup, là, tu es en train de dire que c'est un jeu solo avec une aventure. En fait, côté builder, par exemple, t'as un PNJ qui te fait ah, mais en fait, toi, il y a que toi qui as le pouvoir de créer des choses. Bah oui, il y a que moi qui. En fait, eux, ils ont perdu la possibilité de créer des choses. C'est-à-dire, tu leur donnes un marteau, ils vont pouvoir taper avec, mais ils vont pas se dire, tiens, mais si je prends le marteau et le clou, je vais pouvoir planter le clou. Mais ça fait plus penser aux jeux vidéo Lego, en fait. Tu sais, les jeux vidéo Lego, t'as toujours les petits passages où tu peux construire des trucs pour progresser. Et donc, du coup, ils te disent, ouais, mais bon, moi, je sais rien construire, mais par contre, là, je te donne un plan. Si tu me construis tout ça, et si tu me fais ma maison, donc exactement comme ça, en mettant les cubes ici, en mettant un fourneau ici et un coffre ici, je vais pouvoir te faire cuire des choses. Et quand je te ferai cuire des choses, je te les mets dans le coffre. Et donc, tu sais, tu fais une maison pour quelqu'un, et le mec, en fait, il travaille pour toi derrière. Et c'est con. Ouais. Ah ouais, non, mais enfin voilà, tu crées des maisons et tu sais, ça te donne des points en fait. Et en fait, ton village, il va monter de niveau, tu auras d'autres constructions à faire. C'est de la propagande pour la théorie du ruissellement, ça. C'est ça, tout à fait. C'est Startup Nation, tout ça. D'accord. Il faut construire des maisons pour les gens. Et tu récupères l'argent derrière, enfin tu récupères les trucs dedans. Moi j'aime bien. C'est ça. Mais après, en fait, finalement, tu te fais quand même un peu exploiter parce que les mecs ils te demandent de construire des trucs et ils te donnent tiens, tu m'as construit une maison. Tiens, une potion. C'est tout. Ok. Ah bah merci. Ah non, c'est plutôt réaliste en fait. Pas mal, c'est pas mal. Hein. Oui, le mec, tu ferais une baraque. La maison elle était toute détruite. Tu fais il y a des murs, il y a des trous. Attends, je vais mettre de la terre pour bien. Au niveau de la distribution des richesses produites par les ouvriers, on est plutôt bon. Là. Ils ont réussi à faire pire que Tom Nook, quoi. En fait, c'est vraiment. Ah mais Tom Nook c'était une arnaque, lui. Ah ouais, non, lui il te faisait payer. Ah ouais, à l'infini, lui. Ah mais ta maison, elle peut encore grandir. Bon, allez, ok, vas-y, fais-la grandir. Par contre, c'est 200 000 clochettes. Oh non, faut que je continue à travailler. Voilà, donc tous ces jeux vidéo qui nous apprennent le capitalisme, c'est merveilleux quand même. C'est vachement bien. Moi, il faut jouer à ces jeux-là. D'accord, on y pensera. Voilà. Laurent ? J'ai pas trop écouté. On va partir sur quelque chose d'un petit peu léger aussi, comme Jay Quota. Parce que j'ai évoqué un truc un peu salé tout à l'heure. Un peu sérieux. Là, comme on est sur Netflix, alors peut-être deux petites choses. Alors déjà, comme on parle beaucoup de Netflix, sur Netflix, il y a un truc qui est disponible aussi sur ADN Anime Digital Network, qui est également un network comme Netflix, mais qui est spécialisé dans l'animé, tout ça, qui est très très bien parce que comme c'est spécialisé là-dessus. C'est peut-être pas la seule raison, mais en tout cas, c'est moins cher que Netflix si vous vous intéressez uniquement aux animés. C'est un catalogue plus restreint et plus ciblé, quoi. Exactement, et du coup, vous aurez, quand il y a des animés sur Netflix, le plus souvent, ils sont aussi sur ADN et il y a plus de saisons dispo. Donc ADN, et donc il y a une série qui est très très sympa. Comme j'ai trouvé sympa, elle est un peu ridicule. S'appelle Assassination Classroom. Donc c'est un truc qui est pas super aussi, je crois. Et exactement, il est sur Netflix. Ouais. C'est pas super récent. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas. Moi, j'ai découvert ça il y a 5-6 mois, un truc comme ça. Donc c'est l'histoire. Ça se passe au Japon. Et c'est des étudiants. Les héros sont des étudiants qui sont dans une classe. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un alien en forme de pieuvre humanoïde, tout jaune, avec un grand sourire. Jusque-là, tout est normal. Il a une tête avec un gros smiley, et en fait, cet alien a une puissance quasiment illimitée. Enfin, il est capable de détruire la Terre avec un coup de tentacule, quoi, en gros. Et il est arrivé sur Terre. Très normal, hein, du coup. Il a explosé la Lune, donc on voit la Lune en croissant de Lune, sauf que c'est pas un croissant de Lune, c'est juste que la Lune, en fait, il a explosé, et il reste qu'un petit morceau qui est en forme de croissant. Normal. Et en fait, il est arrivé sur Terre en disant « Je vais tout défoncer sur la Terre, sauf si vous arrivez à me buter. » Et en gros, alors je ne sais plus par quel prétexte scénaristique ça se passe comme ça, mais il arrive au Japon et en gros, il devient prof d'une classe de collégiens au Japon. Donc c'est pour ça que souvent le personnage on voit. Heureusement que tu te souviens plus de quelle manière ça arrive, parce que c'est vrai que bon, c'est sûr qu'il y a un bon sujet. Il a envie d'enseigner, il a envie de devenir prof, et en fait, c'est le deal. En fait, il explose pas la Terre. S'il devient prof dans la classe, en fait, les élèves de la classe, eux seuls,
ont le droit d'essayer de le tuer. Et s'ils arrivent à le tuer, il détruira pas la Terre puisqu'il sera mort. Donc voilà. Mais sinon, s'ils n'arrivent pas à le tuer au bout d'un an, à la fin de l'année scolaire, il détruit la Terre. C'est le deal. Si vous me laissez devenir prof dans cette classe-là, il n'y a pas de souci, je reste tranquille. Et il leur fait vraiment la classe, en fait. Et, c'est purement logique. Le truc, c'est qu'il se déplace à Mach, je sais pas combien. Il a l'épreuve des balles, il régénère, il survit dans l'espace, il respire sous l'eau. Enfin, pas mal, ça. Mais il y a un truc auquel il est vulnérable. Donc il y a plein de trucs auxquels il est vulnérable, mais ça, il le découvre au fur et à mesure. Déjà, il est hyper pervers, donc tu lui fuis un magazine de cul par terre, il les regarde comme ça. C'est japonais, du coup. Voilà, donc merci. on connaît sa nationalité, il est japonais. Et donc il y a aussi des billes en silicone. C'est des petites billes. Alors, donc ils ont tous des flingues à billes pour pas se blesser les uns d'autres dans la classe. Et des couteaux également en silicone, et donc pour réussir à faire du corps à corps avec le prof. Et en gros, à chaque fois, il essaye de dire monsieur, excusez-moi, je comprends pas cet exercice. Alors il se penche, oui, qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas ton problème, qu'est-ce qui se passe? Et là, derrière lui, on voit un élève qui arrive dans l'ombre comme ça. Il l'attaque par derrière, et là, il se téléporte. Mais t'es pas assez rapide. Je te rappelle que je peux me déplacer à Mach 3, Mach 4, je sais pas combien, donc, ou Mach 10, je sais plus. Et donc, des fois, ça fait un peu comme dans DBZ quand les gars se déplacent super vite, qu'il y a des petits traits de vitesse horizontaux. Et que tu comprends rien. Et là, en fait, d'un seul coup, ça fait. Il y a l'image qui vibre un petit peu, et tu le vois, il est avec des takoyaki dans la main qu'il n'avait pas 2 secondes avant. Ouais, j'étais les chercher à l'autre bout du pays, ils sont super bons là-bas quand ils les fabriquent. Ouais, what? Tu n'as même pas vu se déplacer. Et donc c'est très intéressant parce que déjà c'est super divertissant parce que c'est très drôle de voir les pouvoirs du prof, les machins, tout ça, et les élèves qui pètent un cap parce qu'en fait il faut qu'ils arrivent à le buter, donc ils essaient de trouver des stratagèmes de ouf. Alors il y a beaucoup de trucs avec les magazines de cul, mais très rapidement ils se rendent compte que c'est pas suffisant parce que le prof est plus malin que ça. Et il y a un élève qui note à chaque fois les points faibles du prof, donc il y a ça. Il y a des nouveaux protagonistes qui arrivent, il y a des super tueurs qui arrivent de Russie, qui sont embauchés pour les tuer, donc ils arrivent en tant que prof suppléant, je sais pas quoi, donc il y a plein de trucs qui se passent. Et il y a également un scénario qui a l'air un peu plus profond que ça, parce que pour l'instant j'ai pas tout vu, ce qui est disponible. Parce que moi je suis abonné qu'à Netflix, j'ai pas les sous pour pour ADN. Et du coup, t'as combien de saisons là en fait? Je crois qu'il y en a 2 sur Netflix. Ouais. Et il me semble qu'il y en a au moins 3. D'accord. Et je sais, peut-être qu'il y en a plus. Et t'as des petits flashbacks des fois qui durent 3-4 secondes où on voit justement le prof, la pieuvre, qui est avec une nana dans les bras en train de mourir et qui fait oui, je te promets, je sais pas quoi, machin, mais qui a l'air sérieux en plus, qui a pas cette tête caricaturale. Et donc il a l'air d'avoir un truc un peu bizarre. Il y a des trucs comme ça, des petits trucs. Il y a un fil rouge. On sait pas tout du prof, on sait pas de quelle race il est, d'où il vient, pourquoi il veut faire ça, pourquoi il veut détruire la Terre, pourquoi il veut vraiment devenir prof et enseigner à ses élèves-là le truc, qu'est-ce qui se passe. Il y a une réelle critique du système de scolarité japonais avec tout ce qui est compétition, culture vraiment, d'être meilleur que les autres. Et les élèves, en gros, c'est les losers du lycée. C'est les plus mauvais élèves du lycée et ils sont dans une classe qui est à l'écart. Ils sont même pas dans l'école, ils sont dans un bâtiment dégueulasse en bois. Vraiment, c'est les losers que quand ils vont près de l'école, ils se font limite tabasser par les autres, qui sont tous des riches, des machins, tout ça. Donc il y a, alors même si elle n'est pas très subtile, effectivement, il y a une critique quand même de quelque chose qui est réel au Japon, c'est ce côté compétition par rapport à la réussite par les études et par le truc. Le formatage aussi, que tu vois tous les élèves qui sont comme ça et que souvent les élèves qui sont dans ces classes-là, c'est pas forcément ceux qui ont les plus mauvaises notes. C'est souvent des élèves qui, au lieu d'avoir 20 sur 20, ils ont eu genre 16 ou 17, tu vois. Ou alors des gens qui étaient un petit peu pas dans la norme, tu vois, qui étaient pas formatés aussi bien que les autres, donc du coup qui ont été mis de côté et qui n'ont pas eu accès aux mêmes chances que les autres. Le meilleur élève de l'école, c'est le fils du directeur, tu vois, par exemple. Donc il y a des trucs comme ça. Et je trouve ça aussi divertissant qu'intéressant. Moi, je la recommande. Après, on peut se lasser au bout d'un moment parce que le prof, il sort à chaque fois un nouveau pouvoir de sa poche quand on croit qu'il va y passer. En fait, je vous ai pas dit, j'ai aussi ces pouvoirs-là. C'est japonais. Et là, il fait ça. Ok, il faut noter ça aussi. Petite astuce scénaristique qui coûte pas cher. Et c'est ça. Donc, non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, moi, je kiffe cette série-là et je suis impatient qu'il y ait une nouvelle saison sur Netflix parce que des fois, je me tâte et je me dis, je craque ou pas, je m'abonne à ADN parce que c'est pas cher ADN. Mais après, je me dis, c'est même pas l'argent que ça coûte. Je me dis, j'ai tellement de trucs à voir sur Netflix que après, ça devient de la boulimie. Entre ça, plus les DVD que j'ai regardé aussi, les coffrets que j'ai eu à Noël, que j'ai toujours pas tout regardé. Donc voilà. Mais c'est Assassination High School.
Voilà. Classroom. Assassination Classroom, voilà. Attention à ce que tu dis. Cool, c'est autre chose. Assassination Classroom. Je sais pas si vous avez regardé ou si vous avez l'occasion d'en avoir des échos ou des trucs. Non, mais tu sais, moi, que je suis très peu japanime de toute façon, donc... Ouais. Bah, moi, je l'avais rajouté dans ma liste Netflix. Je me suis dit, je vais regarder un jour. Mais pas encore. Il y a tellement de trucs à regarder. C'est bizarre, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, tu lances le premier épisode et dès le premier épisode, franchement, si t'accroches pas, c'est que t'aimes pas. Mais vraiment, le premier épisode, ça te donne envie de regarder les suivants ou alors j'ai rien compris, quoi. Ouais. Et moi, pour terminer, du coup, j'avais envie de vous parler d'un jeu mobile. Pardon. Pardon. Quoi Non, mais, bravo. Là, Paris va s'effondrer. Non, mais un jeu payant quand même. Moi, on veut me censurer sur les jeux mobiles. Et puis après, un jeu payant. Mais ils sont tous payants d'une manière ou d'une autre. Est-ce que. Ouais. Lui, il est payant frontalement, quoi. Exactement. Est-ce que vous connaissez, c'est un type de jeu à part entière, les jeux où en fait, c'est des jeux qui se jouent de manière textuelle, où en gros, tu interagis avec quelqu'un et c'est une fausse messagerie, quoi. C'est comme si tu dialoguais avec quelqu'un par SMS. Vous avez déjà vu un peu ce genre de jeu ou ouais. Pas du tout. Je m'attendais à ce que tu nous parles d'un jeu de drague, mais non, c'est pas du tout ça. Non. En fait, en gros, c'est un jeu qui va vraiment imiter l'apparence d'une messagerie SMS et tu dialogues avec quelqu'un et tu as des réponses prédéfinies à certains moments de l'histoire. Et ce qui fait que ça se joue un peu en temps réel, quoi. Tu laisses ton téléphone, à un moment, tu vas recevoir une notif et tu continues à jouer, tu envoies une ou deux réponses et puis hop, tu reposes ton téléphone. Non, je connaissais pas. Voilà. Celui-là s'appelle « Enterre-moi mon amour ». C'est pas mal ça. Ça vient d'une expression arabe. C'est l'histoire d'une migrante donc syrienne qui fuit la guerre dans son pays. Toi, tu incarnes son mari en fait, et tu suis son parcours à distance. Ok. Donc de Syrie, elle va essayer d'aller jusqu'en Europe. Ça va dépendre après des embranchements et tout où c'est qu'elle va aller. Mais en fait, tu vas suivre ce parcours-là à distance. C'est beaucoup moins léger comme sujet d'un coup. C'est pas léger du tout. C'est vraiment pas un sujet léger. Mais après, c'est suffisamment bien écrit pour que tu aies vraiment un côté très léger dans les dialogues. Comme tu l'aurais probablement dans la vraie vie. C'est-à-dire que même quand il se passe des trucs un peu graves, tu peux mettre un smiley ou tu peux... tu peux dédramatiser en balançant une blague ou voilà. Et donc c'est un jeu. Ça a l'air hyper pointu pour que ça génère des trucs en fonction de tes réponses. En fait, différents cheminements en fait qui sont prévus du coup. Ouais, il y en a et en plus il y en a énormément et le jeu est long. Et c'est là-dessus que je voulais venir, c'est que j'ai déjà fait plusieurs jeux de ce genre. En général, j'ai toujours été assez déçu, soit parce qu'il se termine extrêmement vite. Genre, oui, t'avais fait Lifeline. Lifeline, ouais, voilà, c'est celui-là. Il y a pas mal d'années, on en avait parlé dans Otak Coffee, je crois. C'est des possibilités de réponse, de choix que tu cliques ou alors tu composes vraiment des messages. Non, tu as des propositions en fait. Ah, ok. Donc là, j'imaginais vraiment une IA genre Black Mirror. Ah ouais, non, c'est pas à ce point-là. Mais du coup, j'ai toujours été plus ou moins déçu par les jeux de ce genre. Et là, je dois dire que vraiment, il est très long. Ça doit faire plusieurs semaines que je l'ai acheté et j'ai recommencé l'histoire qu'une seule fois. Parce que j'étais arrivé à une fin possible, en fait. Visiblement, il y a une bonne dizaine de fins. Ça va. Différentes. Assez différentes en plus, parce que c'est pas juste une variation à la con, c'est vraiment, il se passe complètement autre chose. Et les trois quarts de l'aventure sont différents, c'est pas juste un truc qui change à la fin. Donc c'est tes réponses qui influencent ce qui va se passer sur le parcours Ça va influencer énormément de choses, c'est-à-dire que y a des trucs qui ne sont pas montrés, il n'y a pas de jauge clairement, mais disons que va y avoir le moral qui va compter, il va y avoir l'argent que tu as, est-ce que tu dépenses telle ou telle somme pour faire tel ou tel truc, au risque de ne plus avoir assez d'argent pour la suite de ton voyage. Est-ce que tu prends tel ou tel risque? Est-ce que ça vaut le coup? Donc en fait, c'est les conseils que tu donnes. Voilà, et du coup, le perso après va les suivre, et, ou pas forcément d'ailleurs. Ça arrive des fois que tu donnes un conseil, ouais, non, j'ai pas envie de faire ça, t'es fou, voilà. Mais du coup, tu influences quand même tout ce qui va se passer. Et je le trouve vraiment extrêmement bien foutu parce que, en plus, il s'attaque à un sujet qui est effectivement un petit peu compliqué, un petit peu pointu. D'actualité en plus. Ouais, le jeu a été coproduit par Arte, je crois. Donc du coup, en plus, il y a une documentation derrière. Et c'est pas un truc qu'ils essaient de t'enfoncer à coups de marteau du tout. C'est vraiment introduit de manière organique dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vont, à aucun moment, tu vas avoir l'impression que
ils vont te faire un copier-coller de Wikipédia dans la discussion, quoi. Quand je bossais dans un demande d'asile, avec les collègues, certains collègues, on voulait faire un jeu de société pour décrire le parcours du demandeur d'asile. Et en fait, on a laissé tomber parce qu'on s'est dit non, mais ça va être super chiant comme jeu. En fait, déjà, les gens n'ont pas envie de faire ça dans la vraie vie. C'est compliqué de trouver le bon équilibre, en fait. De trouver comment faire pour être réaliste, pour transmettre les messages comme quoi c'est relou. Mais le seul moyen de transmettre les messages que c'est relou, c'est de saouler les gens en leur expliquant, en fait. Donc, c'est. Il faut réussir à mettre de l'humour un peu, mais finalement, c'est quand même un peu complexe de mettre de l'humour dans des sujets du genre. Donc, c'est tellement grave. Ouais. Et là, en fait, le jeu, il réussit bien à faire ça. Je pense que c'est grâce au format choisi. Le fait qu'il y ait qu'une interaction purement textuelle, en fait, ça permet de pas avoir genre des images larmoyantes ou je sais pas, ou des pages Wikipédia avec un article, une photo d'un pauvre migrant ou quoi. Là, c'est vraiment, t'es plongé dedans. Et comme l'aventure dure longtemps, je crois, ma première partie, elle a duré plus de 2 semaines. Quand ça se termine et qu'en plus ça se termine pas forcément bien, t'es complètement dégoûté. Moi, sur ma deuxième partie maintenant, en plus, je deviens paranoïaque parce que quand je reçois une notice, je me dis pourvu que ce soit pas une merde, quoi, qui est pas. C'est pas mal, ça. Le jeu anxiogène, quoi. Ça, il y a des moments, tu te dis. Des échanges de texte, il n'y a pas de c'est purement format. Des fois, ça arrive que quand elle t'envoie un selfie avec un flingue sur la tempe. Envoie-moi de l'argent, je me suis fait choper à la frontière par des passeurs et tout. Des fois, ça arrive qu'il t'envoie une photo, mais c'est dessiné, c'est pas une vraie photo, c'est dessiné par des gars. Et puis surtout, c'est jamais des trucs dramatiques en général, c'est plutôt tu prendrais dans ce genre de situation, je pense pas que tu non, c'est surtout dans ce genre de situation, je pense pas que tu t'amuserais à prendre une photo quand t'es sur un boat people par exemple et que t'es à 50 sur un bateau qui est en train de couler, tu prends juste une photo quand ça va bien. Parce que tu prends pas un selfie quand t'as la moitié des gens qui sont en train de couler. Dans le parcours d'exil, t'as tellement de trucs glauques, tu peux avoir les passeurs qui violent les personnes qui accompagnent, que ce soit des mecs ou des nanas ou des mineurs, t'as des trucs hyper. Ou alors quand ils arrivent, ils récupèrent le passeport et puis ils les font bosser au black, quel que soit le boulot, que ce soit de la prostitution ou quoi, pour dire je te rendrai tes papiers quand tu auras remboursé ta dette, enfin ce genre de truc. Et de mettre tout ça de manière réaliste dans un jeu qui est censé. Oui, parce que c'est un jeu, c'est réellement un jeu, mais c'est un. Est-ce que les gens ont envie de s'infliger ça? Est-ce qu'on édulcore quitte à être moins proche de la réalité? Est-ce que machin. J'ai pas du tout l'impression que ce soit édulcoré. Je pense effectivement à certains trucs où j'ai pas envie de trop spoiler le jeu, mais effectivement, on peut te parler. Il y a un passage où effectivement, tu peux te faire harceler par un passeur. Il peut se passer des trucs effectivement assez dramatiques. Tu peux voir des gens mourir. Voilà. Mais en même temps, encore une fois, c'est très contrebalancé par l'humour qu'il peut y avoir dans les dialogues. Et à aucun moment t'as vraiment l'impression de t'infliger quelque chose, ou alors tu t'infliges pas plus que tu t'infligeras une série un peu dramatique. Ça va dépendre du joueur, quoi, parce que c'est vrai que comme c'est contextuel, l'imaginaire va faire le reste, en fait. Ouais, mais dans un jeu vidéo, souvent peur de faire les mauvais choix. T'as l'imagerie qui t'est imposée, donc on peut édulcorer ce qu'on veut. Là, si t'as quelqu'un qui est de base, quelqu'un qui est plutôt sensible, machin, t'as beau dédramatiser le truc, le mec va zapper la blague, il va rester sur l'émotion qu'il a eu juste avant, quoi. Si tu veux, le fait que ce soit en temps réel, du coup, le fait que ça imite une application de messagerie, le fait que tes choix aient une conséquence, et je le dis, c'est pas du David Cage, hein, c'est vraiment... émotion. Voilà. Oh, le pauvre, son jeu va jamais se vendre. Ce sera de ta faute. Non, mais du coup, il y a vraiment une implication émotionnelle qui se crée quand même. Moi, c'est plus sur la deuxième partie que sur la première, parce que la première, j'étais un peu en mode découverte du jeu. Je savais pas ce qu'ils étaient capables de faire ou pas en termes scénaristiques, si tu veux. Du coup, ils pouvaient aller, ouais. Et sur la deuxième partie, du coup, maintenant, je suis vraiment très prudent. Quand je reçois une notice, je me dis Et par exemple, si tu réponds pas tout de suite, est-ce que ça a une influence sur le personnage? Non, ça par contre, non. D'accord. Ça pourrait, techniquement, ils auraient pu faire ça, mais... ça fait 2 heures que je t'ai envoyé le truc. Vas-y, paye ton Tamagotchi, quoi, relou. Ouais, ils ont probablement considéré que c'était trop contraignant à jouer. C'est super contraignant, mais d'un autre côté, tu augmentes tellement le potentiel. Ouais, mais est-ce que tu imagines que du coup, ça veut dire que le jeu peut te réveiller en pleine nuit Oui, non, mais c'est pour ça, je veux dire... Tu sais qu'il y a des jeux... Pousser jusqu'au bout de dire... t'as pas répondu au bout de 2 heures, du coup, elle est morte. C'est le truc super dramatique. Ah non, ce serait horrible. Mais tu sais qu'il y a des jeux qui poussaient le vice très très loin, mais là, c'était... Dans les débuts d'Internet, genre fin années 90, début années 2000, il y avait un jeu notamment qui s'appelait In Memoriam,
qui a été fait par Eric Viennot. Et en fait, c'est un jeu qui se jouait avec Internet. C'est-à-dire, le jeu pouvait te demander de chercher des infos sur Internet. Et tu pouvais aller sur des vrais sites web, genre Le Monde et tout, où tu trouvais des infos, mais par rapport à l'univers du jeu. En fait, ils avaient passé un partenariat avec Le Monde pour faire info, articles, tout ça, c'était assez poussé. Et Ah, carrément. Non, je pensais qu'ils s'inspiraient de vrais faits d'actualité. Non, c'était des faux trucs, mais insérés dans la réalité. Et en plus, le jeu pouvait te téléphoner, parfois à des horaires un peu chauds. Là, pour moi, c'est l'exemple qui va le plus loin dans ce domaine-là, mais c'était une autre époque en même temps. Il avait fait un autre aussi, je crois, il y a quelques années. Ouais, il a fait un truc qui était Altmind, je crois que ça s'appelait. Comment ? Altmind. Altmind, je crois que c'est un truc qui jouait, mais avec ton téléphone en géolocalisation, et des fois, ça te demandait de te aller voir des à vraies tel personnes genre à telle ville, fallait que tu ailles voir tel endroit, donc c'était des acteurs, fallait que tu aies des indices, des machins, et ça jouait vraiment tous ensemble aussi. Ouais. Bon, clairement, on n'est pas... Sinon, t'as aussi The Game avec Michael Douglas. Hein, non, mais clairement, on n'est pas à ce degré d'implication là, et on peut même choisir si on veut de jouer en mode accéléré, ce qui pour moi fait perdre beaucoup de son intérêt à ce genre de jeu. En mode accéléré, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre entre deux interactions. Sur un bouton, tu as la réponse directe. C'est ça, c'est pas en temps réel. C'est ce que je trouve très dommage. C'est ce qu'on appelle rusher un jeu. c'est speedrun, c'est pour ça. Alors que l'intérêt, c'est justement que... J'ai fait le Enterrement mon amour en speedrun, 2 minutes 29, record YouTube et tout. C'est bon, il est mort. Donc voilà, c'est une grosse recommandation. C'est vraiment pas larmoyant ni rien. C'est juste... C'est un peu stressant, mais comme pourrait l'être un film d'horreur, ou voilà, c'est... Il y a quand même encore le côté fictionnel qui permet, même si c'est évidemment tiré d'éléments très réels. Voilà, je le recommande. Pour moi, c'est un bon exemple de mix entre jeux vidéo et un petit peu historique, éducatif. Ça me fait penser à Troisième Droite, le faux compte Twitter de François Descraques. Ouais. Sauf qu'il y a l'interaction en plus, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis le côté ancré dans le réel, alors que Troisième Droite, ça s'oriente un peu vers le fantastique quand même. C'est complètement de fiction. Hein. Et combien ça coûte 2 ou 3 euros, je crois. Ah, ça va en fait. Oh, okay. Voilà. Et pour un jeu sur lequel tu vas passer facilement plusieurs semaines, c'est pas mal. Tu vas y passer plus de temps que sur un mode solo d'un Call of Oui, mais c'est pas très compliqué ça. Oh. Écoutez, pour terminer cette émission, j'avais envie de faire un truc qu'on n'a pas fait sur le premier numéro, mais j'avais envie de lancer un sujet en fait. Est-ce que vous avez des routines de consommation de vidéos, de trucs comme ça ? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous allez régulièrement consulter des abonnements YouTube, ou est-ce que vous allez régulièrement... Moi, mon truc actuellement, c'est les podcasts, énormément. Oui, à part Peppa Pig. À part Peppa Pig. Non, vraiment plus vous personnellement pour le coup. Parce que moi, j'ai développé une routine où en fait, je regarde presque plus YouTube. Je suis abonné à de plus en plus de podcasts et je me rends compte que je consomme ça en voiture. J'ai installé une appli sur mon smartphone et du coup, j'ai des abonnements à des tonnes de podcasts. Ça va de Guillaume Meurice à des podcasts très bon. Guillaume Meurice, très bon. Voilà, des podcasts qui durent 1 heure qui durent 1 heure, je suis très gentil. Des podcasts qui durent 3 heures, pardon, avec Flaubert, le podcast de Flaubert, je me souviens plus comment il s'appelle, et où en gros, ils passent 3 heures à dire de la merde et à vanner entre eux. Où ça marche plutôt bien parce qu'ils sont drôles, donc ça passe. Voilà, moi c'est vraiment c'est un truc que du coup ce qui fait que je n'écoute plus jamais la radio parce que j'ai toujours du contenu à disposition sur mon téléphone. Dès que j'entre dans ma voiture, hop, je diffuse ça sur mon autoradio et c'est comme une radio mais personnalisée. Ouais, c'est du coup, vraiment le truc, ouais. Voilà, ça télécharge en amont et du coup j'ai tout à dispo et ça agrémente mes trajets. C'est plutôt un truc sympa. Je pense que ceux qui écoutent les podcasts de Café Gaming seront complètement d'accord avec cette routine. Tout à fait. Éventuellement, du coup, on peut leur conseiller d'installer une appli. On a Podcast Addict qui existe. Podcast Addict qui est que pour Android, je crois. Si vous avez un iPhone ou quoi, c'est intégré de base dans le smartphone. En fait, c'est iTunes, je crois, tout simplement. Par iTunes, voilà. Moi, j'utilise une appli qui s'appelle Pocket Cast, qui est très sympa aussi. Voilà. Après, il y a des tonnes d'applications pour podcast qui existent. Et puis,
Puis tous les sites de podcast ont un endroit, parfois plus ou moins planqué, un bouton s'abonner, vous cliquez dessus et puis vous rajoutez ça. Il y a des trucs genre de ceux que je connais, connais pas parce que moi je suis pas très podcast. Ouais. Il y a À dérouler, c'est une série de J'y suis abonné aussi, ouais, effectivement. Qui en fait enregistre des podcasts, donc avec des personnes qui ont des voix très agréables et qui lisent des threads Twitter en fait. Exactement. Ils prennent un thread Twitter et avec une thématique et ils lisent le thread dès qu'il a été rédigé. Et du coup, c'est un podcast très sympa parce que c'est plein de sujets très variés du coup. Parce que Twitter, ça parle de tout et de rien. Ils ont même fait un à dérouler sur mon thread quand j'ai eu mes problèmes de sécurité sociale. C'est peut-être plus accessible. Déjà, c'est un format court. Enfin, après, ça va dépendre de la longueur du thread. Il m'avait demandé pas l'autorisation. Il m'avait contacté par MP sur Twitter pour. Donc, ils font ça de manière propre. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est légal. Ils le font avec l'autorisation. C'est légal et puis c'est accessible gratuitement. Donc, il n'y a pas de démarche commerciale derrière. Et surtout que c'est bien fait parce que la personne, c'était une femme qui avait lu mon thread et elle avait une voix qui est super agréable avec un timbre vraiment feutré. C'est cool quoi. Puis ça, c'est le genre de truc qui passe nickel quand t'es dans les transports ou voilà. Ça peut durer 2 à 5 minutes. Ça dépend vraiment. Il y a des threads qui sont hyper longs, d'autres qui sont plus courts. Donc voilà. Mais je note celui-là. Ça a l'air pas mal. Je note. Du coup, j'ai pas mal de podcasts. J'ai Séance Radio qui est un site qui fait plein de podcasts sur le cinéma en général et moi je suis abonné à ce qui s'appelle MDR qui parle de comédie française, donc attention c'est du lourd hein. Là je lis par exemple que les 2 derniers parlent de La Ch'tite Famille et de Spirou et Fantasio. Ça a l'air trop bien, donc il y a du niveau lourd. Voilà, ça c'est présenté par Daniel Andreev pour ceux qui connaissent. On a Floodcast, dont je vous parlais, qui est le podcast de Flaubert où en gros il invite des gens qu'il aime bien et où il passe plusieurs heures à déconner avec eux. C'est un concept aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? On a Nouvelle École qui est un podcast, je ne me souviens plus du nom de son présentateur, mais en gros un podcast plus format interview où à chaque fois il a un invité où il va parler pendant à peu près 1 heure avec lui, son parcours, voilà. Par exemple, parmi les derniers invités, on a eu Kian Kojandi, Marion Séclin, voilà. Et puis j'ai des podcasts plus courts. On a Binge Actu. Binge, c'est le réseau qui fait aussi des podcasts à dérouler. C'est eux qui le font aussi, par exemple. D'accord. Binge Actu qui fait des formats longs, en fait, mais divisés en plusieurs parties. Par exemple, là, il y en a un qui s'appelle 2 ans au Qatar. C'est genre 10 petits podcasts de genre 5 à 10 minutes chacun. Où c'est une nana qui a passé 2 ans au Qatar et qui va t'expliquer ce que c'est la vie au quotidien au Qatar, par exemple. D'accord, et donc après c'est les préjugés, les trucs, voilà, tous ces trucs-là, comment ça se passe réellement, quoi. Est-ce que y a de l'alcool au Qatar, est-ce qu'on a le droit de s'habiller comme on veut, est-ce qu'il y a de l'homosexualité, vraiment des sujets sur lesquels on est en droit de se poser des questions. Et voilà, et t'as vraiment un vrai vécu, tous les quoi. sujets finalement. Enfin, il peut y avoir plein de sujets finalement. Oui, voilà, là c'est sur le Qatar, il y en a un autre sur la télévision publique, voilà. Okay. J'ai plein de podcasts comme ça, je vais pas tous vous les faire parce que j'en ai un paquet. Mais je suis une femme blanche, chrétienne, lesbienne. Est-ce que c'est bien si je veux m'installer au Qatar? Voilà, elle peut avoir la réponse dans le podcast. Ouais, après c'est plus intéressant d'avoir un retour d'expérience. Je pense pas que c'est pour les gens qui veulent s'installer au Qatar. Concrètement, je pense que les gens qui veulent s'installer au Qatar se documentent pas dans un podcast, mais c'est très intéressant en fait, ne serait-ce que juste pour la culture perso, voilà, de savoir un petit peu. Comment ça se passe? Est-ce que ce qu'on dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il en a des a priori? Est-ce que, pourquoi c'est si important le sport au Qatar, par exemple? C'est un épisode absolument passionnant où il t'explique effectivement le Qatar, c'est une nation très très jeune qui a été créée dans les années 70, je crois. Par là, et du coup, qu'effectivement. À l'époque, il y avait 2 bagnoles et un hôtel, quoi, alors que depuis, ça s'est et puis que du coup, en fait, ils n'ont pas tout ce côté. Histoire qu'on peut avoir chez nous, tout le bagage. Et donc, les plus vieilles maisons là-bas, c'est pas des châteaux comme en France, hein, c'est sûr. Et que d'autres pays ont créé d'autres choses, eux, ils ont décidé de vraiment diriger le sport en culture nationale presque, quoi. Et tous les gamins font du sport, voilà. Il y a des grands stades et ils vont avoir la Coupe du Monde, tout ça. Et c'est un peu rafraîchissant d'entendre ce genre de truc quand à côté, t'as toujours... les gros beaufs à la française qui disent ouais, le Qatar, ils ont payé la Coupe du Monde, ils ont payé le PSG, voilà, ils ont du pognon. C'est intéressant d'avoir le point de vue de ceux qui y vivent, quoi, en fait, tout simplement.
Mais pour autant, ils sont pas très représentés, les sportifs qataris. Non, mais le Qatar détient le PSG, le Qatar va organiser la prochaine Coupe du Monde de foot. Mais ça c'est monétaire, mais au niveau des sportifs en eux-mêmes. Bah non, mais en fait, si tu veux, ils ont une équipe nationale ils ont des équipes nationales qui vont pas forcément très loin. Le truc, c'est que c'est une nation tellement petite. C'est compliqué d'avoir plein de talents. En sport, en fait, le truc, c'est qu'en France, j'ai pas envie de partir sur un débat. Ouais, il y a trop de noirs, hein, équipe de France, machin, mais on s'en fout. C'est pas ça le problème. C'est même pas un problème, mais c'est. Black Blamber. C'est à l'équipe de France. Ou quelle que soit l'équipe, en fait, c'est l'équipe, les clubs achètent des joueurs à l'étranger. Non, là, tu es en train de penser aux clubs, justement. Les clubs, c'est pas pareil que les équipes nationales. D'accord. Les équipes nationales prennent des personnes du pays, justement. D'accord, ils sont obligés, d'accord. Alors que dans les clubs, c'est pas obligatoire. Alors que dans les clubs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Les clubs, c'est plus ou moins des parce que je me disais, pourquoi le Qatari, il achète pas un joueur, les meilleurs joueurs de la Terre et ils se retrouvent tous dans le même club, c'est une espèce de dream team de ouf. Pour une équipe nationale, c'est pas possible. Des fois, il y a des naturalisations qui sont un petit peu, ça s'est vu au JO notamment. Ouais, il y avait eu quelques naturalisations que j'avais vues. On pourrait faire ça pour le club de Doha. On lui a autorisé à acquérir la nationalité de notre pays pour faire, comme par hasard, quelques mois avant les JO. Tu vois, ouais. Ça s'est vu, mais pas au Qatar. C'est plus, c'était que en Asie, la Corée du Sud a fait pas mal de naturalisation pour le patinage artistique, notamment. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui se voient comme ça. Effectivement, ça arrive. Donc voilà, j'avais juste envie de vous parler de ma petite routine à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des trucs comme ça ? Est-ce que vous consultez régulièrement, que ce soit des abonnements YouTube ou comment vous les regardez ou... Ça m'intéresse un peu de savoir comment vous consommez ça. Je suis un peu sur le flow Deezer. Ouais. Donc en mode, je me prends pas la tête, je lance le flow et ça me fait ma petite playlist. C'est une playlist automatique, c'est ça ? C'est une playlist automatique. En fait, au départ, ils proposent des musiques ou bien tu vas chercher toi-même. Et tu mets un cœur pour dire t'aimes bien, tout ça. Et après, ça affine les recommandations. Non, ça j'aime pas. D'accord. Et du coup, ça affine effectivement les recommandations. Alors au début, je trouvais ça vraiment super parce que ça mettait beaucoup de choses que j'aime bien et tout. Mais plus ça va et plus ça m'énerve dans le sens où effectivement, c'est des musiques que j'aime bien, mais j'ai pas envie de les entendre 40 fois pour autant. C'est un algorithme très conservateur en fait, ça. Ça reste assez en vase clos rapidement. D'accord. Mais bon. Il faut quand même un petit moment avant que il y a très peu de recommandations qui vont apparaître dedans. C'est que des trucs que tu aimes déjà, en fait. Ouais. Il y a des recommandations, mais pour le coup, soit ils vont me sortir quelque chose qui n'a vraiment rien à voir pour tester. Ouais. Donc, des fois, ça va marcher, mais des fois, c'est vraiment trop différent de ce que j'aime. Donc, effectivement, je vais le virer direct. Et... Mais oui, ça tourne souvent sur les mêmes chansons. Et même les mêmes chansons des mêmes artistes. C'est-à-dire que si j'ai apprécié telle chanson d'un artiste, j'aimerais bien que, par exemple, il me propose d'autres chansons du même artiste. Du même genre, ouais, du même artiste. Et en fait, non, je vais toujours avoir la même chanson que j'ai validée ou à la limite une autre, mais toujours la même autre. Et c'est un peu dommage. Ça marche pas très bien. Ouais. Cette artiste, elle n'a pas fait que 2 ou 3 chansons, quoi. C'est effectivement un truc que j'avais trouvé un peu limite sur Deezer par rapport à Spotify, par exemple. Ils sont un peu en retard sur... tout ce qui va être algorithme de mise en relation d'un morceau par rapport à un autre, tout ça, genre les morceaux recommandés, ils sont encore un peu limites. Des fois, ils vont te recommander... j'ai pas d'exemple en tête, mais disons que par exemple, si tu écoutes un peu d'électro, ils vont te foutre du David Guetta, quoi, alors que l'algo est encore très très limite à ce niveau-là. Mais quoi. Au début, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial d'avoir toutes ces recommandations. Là, ça montre un peu ses limites. Ouais, là, on arrive vraiment aux limites. Après, bon, c'est du gratuit, hein, on n'est pas sur la version payante de D'accord, mais je pense que ça change rien à la manière dont ça fonctionne pour le coup. C'est juste que tu dois avoir des pubs. A priori, il n'y a que la pub qui change, donc effectivement, ça change pas. Et le souci, du coup, c'est que si tu utilises beaucoup ça, du coup, c'est le phénomène de la bulle de filtrage, en fait. C'est-à-dire que comme tu écoutes toujours les mêmes choses, bah, du coup, il te recommande encore plus les mêmes choses, etc. Pour débloquer ça, il faudrait que j'aille peut-être enlever certains favoris et que j'aille faire la démarche d'en chercher d'autres. Que tu écoutes de temps en temps d'autres trucs pour que ça réinjecte un peu de frais. Voilà, que j'aille faire la recherche. Mais ça ne le fait pas directement, quoi. Très peu. Ouais. Ok. Moi, j'ai pas spécialement de routine. Non, toi, tu t'ennuies au quotidien. Touche pas mon poste tous les soirs. Mais tout à fait. Hein, les fanzous, tout ça. Non, moi, c'est des fois, d'un coup, je me dis tiens, ça fait quand même quelques semaines que je suis pas allé voir toutes les bandes annonces de films et je vais voir toutes les bandes annonces de films à la suite comme ça. Et tu fais comment du coup pour regarder tes bandes annonces ? Tu vas où ?
Bah, sur YouTube, t'as des comptes qui sont spécialisés dans les bandes annonces. Tu suis des comptes spécialisés. Ouais. Ok. Ouais. Et donc du coup, et c'est tous sur la même page, donc je les regarde à une à une. Ah, je fais tiens, ce film Et du français, coup, il a l'air tu fais très comment- pourri, je vais aller regarder. Tu fais comment? T'es abonné à ces comptes-là ou alors Ouais. tu vas directement sur Ouais, les je suis pages des abonné, comptes? je suis abonné à ces comptes-là. D'accord, Ils donc font c'est genre dans tes Film abonnements, quoi. Actu, ou je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, t'en as plein de différents, quoi. Donc moi j'aime bien. Genre j'aime bien. Donc, toutes les 2-3 semaines, des fois je fais ah tiens, ça fait longtemps, tiens. Et t'es Je abonné regarde à tous les d'autres trucs sur YouTube ou tu utilises YouTube que pour les bandes Bah annonces? non, après je regarde tout ce qui est un peu actualité, mais c'est très irrégulier en fait. Tu regardes pas vraiment, t'es pas vraiment abonné à des YouTubeurs, quoi. C'est ça que j'essaie de demander. Si, mais je vais pas aller voir toutes ces vidéos. Allez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je vais aller la voir. Quoi. D'accord. C'est très Alors que aléatoire. les bandes annonces. Non, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Mais de manière très irrégulière, en fait, c'est ça. Ouais, voilà. Mais Très du irrégulière. coup, mais tu j'aime vas bien. voir les films après ou c'est juste comme ça? Bah, des fois, j'ai pas envie d'y aller tout seul, donc les gens ils veulent pas venir avec moi, alors j'y vais pas. Oh, c'est triste. Ah ouais. Ah non, mais si, attends, moi j'ai vu la bande-annonce du prochain Kev Adams, je l'ai montré, on m'a dit non, mais tu iras tout seul, moi j'y vais pas avec toi. Oui, Ah mais bon, ouais, d'accord. bon, en même temps, c'est d'accord. peut-être ça le problème. Ouais, mais il est effectivement. obsédé sexuel, ça a l'air très drôle. D'accord. Moi, c'est pareil, Sharknado 5, et je le matais tout seul, je comprends pas. Ah bah mince alors. Alors qu'en plus, c'est sur Netflix, donc tu sais le truc, tu le regardes chez toi. Les t'as gens même n'ont pas besoin de- d'excuses, mais franchement, non. Et donc, ok, c'est à peu près Ouais. tout. Tu fais pas. Ouais, moi j'ai pas de truc. Tu n'écoutes pas de musique, tu regardes pas. Non, la musique, j'écoute mes musiques à moi. J'écoute pas trop Spotify et compagnie. D'accord. Ils chantent. Voilà, je chante. Et toi, Laurent, du coup? Moi, je suis très YouTube. Très YouTube. J'ai des abonnements. Plein. Des abonnements pleins. Alors, je regarde en moyenne, je regarde une vidéo sur 5 quand elle s'affiche dans mon fil d'abonnement. Ouais. Parce que tous les sujets qui sont traités par mes abonnements ne m'intéressent pas forcément. Et c'est vraiment. Comme en ce moment, je passe beaucoup de temps à la maison, comme je suis un peu enfermé à la maison. J'y vais. Je rafraîchis régulièrement, mais sinon, en général, ma routine habituelle, c'est plutôt le soir. Le soir, tac, je me connecte à YouTube et je regarde, soit avec la PS4, soit avec mon téléphone. D'accord. Ah, Je regarde- c'est je intéressant, ça. C'est pas jamais sur ordinateur, en fait. Jamais. Ouais. Jamais. Le téléphone me sert surtout à gérer mes abonnements, enfin mes chaînes perso sur YouTube, pour gérer les commentaires, regarder un petit peu les messages qu'on peut m'envoyer. Et sinon, pour les chaînes auxquelles je suis abonné pour consommer du YouTube, moi, ça va être 99% du temps sur la PS4, sur la télé. Ok. Et puis après, ça va être. Je vais regarder un petit peu les recommandations aussi, parce que forcément, quand il y a des sujets que je regarde qui sont traités, parce que ça va être autant du divertissement, du même Internet, que des sujets sur le féminisme et sur le racisme. Donc c'est vraiment très, très éclectique, les chaînes auxquelles je suis abonné. Ouais. Et c'est intéressant, des fois, autant pour le divertissement que pour les trucs plus sérieux, de voir la manière dont ces mêmes sujets sont traités avec d'autres chaînes auxquelles je ne suis pas abonné. Parce qu'on ne peut pas s'abonner à des milliards de chaînes. Ça devient indigeste. Et qu'au bout d'un moment, ça crée encore une fois un peu un filtrage si tu ne consommes que tes abonnements. C'est ça, parce qu'après, tu as des suggestions. Genre, si je mate par exemple une vidéo de Mathieu Sommet pour me remémorer un SLG qui m'a fait rigoler il y a 3-4 ans, les recommandations, va y avoir 5 vidéos sur 6 où ça va être du Mathieu Sommet. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Oui. Parce que lui, il est très très populaire, alors que si je mate une vidéo de, je sais pas, j'en sais rien, de Usul ou de quelqu'un d'autre, je vais pas avoir autant de recommandations que ça la seconde d'après. C'est super bizarre l'algorithme YouTube, comment il est fichu. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, j'essaye de regarder pas mal de trucs. Je consomme énormément de YouTube, que ce soit du divertissement ou des choses de vulgarisation ou de sensibilisation. C'est ce que j'allais te demander. C'est quoi tes abonnements en fait? Qu'est-ce que tu regardes? Le truc que je regarde systématiquement dès qu'il y a une vidéo qui sort, ça va être Vue, l'équipe du zapping de Canal+, qui s'est barrée. Voilà. Donc de la télé traditionnelle, mais voilà, sur qui Internet. est également sur Internet. Dans ce genre-là, il y a Cache Investigation aussi. Ça va pas être immédiatement, parce que Cache Investigation, c'est une émission qui font 2 heures en général. Donc on attend d'avoir une soirée avec Coraline pour se taper ça, vraiment comme un programme, une fois que le petit il est au lit. Va y avoir, en termes de divertissement, va y avoir les mêmes les poupes d'Antoine Daniel, va y avoir les analyses de Mister JD que j'adore aussi, les reprises des Gregory Brothers, c'est une de mes chaînes YouTube préférées sur le YouTube international, on a des très bons trucs.
Même si on n'a pas toujours les références, parce que ça fait référence à des dérapages télé aux États-Unis, donc voilà. Oui, ou à des trucs volontairement obscurs aussi. Voilà, c'est ça. Et il y a quoi d'autre? Je sais pas, mais j'en ai. Cuisine. La cuisine aussi. La cuisine. Mais la cuisine, je vais plutôt à la pêche aux vidéos parce que je pas forcément. Je suis abonné au chef Michel Dumas parce qu'en fait, il est super drôle. Mais c'est pas. Je vais plutôt sur 750 grammes pour suivre les recettes de cuisine que pour Ouais. Mais non, beaucoup de recettes de cuisine. Après, D'ailleurs, très bientôt, une chaîne de cuisine par Eddy, qu'on salue. Ah, mais il faut un moutard de cinéma. Il faut que ça revienne aussi, Adrien. Il faut qu'il s'y remette là. Voilà. Mais Eddy cuisine super bien et il faut qu'il s'y colle, quoi. Ouais, il est en train de préparer ça. Donc voilà, les trucs de jeux vidéo, je sais plus trop les trucs de jeux vidéo que je mets. Pas trop en fait. C'est pas trop ça les jeux vidéo. Je crois qu'en fait. Café gaming. On sort jamais de vidéo en même temps. Mais non, mais je crois que tu as beaucoup d'abonnements de jeux vidéo, mais que c'est des trucs que tu dois consulter le moins en fait. Ouais, genre c'est tous ça. les let's play, les machins, je vois, c'est ce que tu Exactement, zappes, Dame, un truc comme ça. Donc va y avoir. C'est plutôt ces vlogs en fait que je vais regarder à Dame. Que c'est parti de jeux vidéo. Il y a Twitch, des fois je vais regarder un petit coup d'œil, mais c'est plus le soir, comme ça, quand il est trop tard pour regarder un film ou et que tu as la flemme de rattaquer une série parce que tu as fini toutes les séries qui étaient en cours, un petit coup d'œil à Twitch, voir ce que font les copains, mais en général je reste 10-15 minutes et je me barre parce que ça me saoule vite. Ouais. Twitch, j'aime bien en faire, mais t'es pas très consommateur de Twitch. Le regarder, ça saoule vite en fait. Sauf quelques streamers qui sont très très bons pour animer un flux live, mais il y en a d'autres j'estime en faire partie, qui sont très mauvais, que c'est pas forcément évident de faire de la vanne sans arrêt. J'adore le j'estime en faire partie, alors que le mec il stream 3 heures par jour. C'est ça, c'est qu'en fait moi j'aime bien savourer un jeu, dire quand tu regardes un jeu, d'entendre quelqu'un qui sort une vanne à chaque fois qu'il y a un PNJ qui fait un truc bizarre dans l'écran, ça me saoule vite en fait. Ouais, t'es pas de la bonne génération peut-être. Non, c'est pas que ça me saoule, j'aime bien le regarder, mais ça me saoule vite de le faire. Donc, quand je joue, tu vois. C'est pas je joue à Tsunami Coupe et je dis regardez sa jupe elle est rigolote. Enfin c'est bon quoi. Ouais, parce que ça marche bien chez Millennial. Ça marche bien mais je sais pas le faire. Je suis pas un forceur. Je veux dire, c'est pas comme ça que je joue. Donc je joue à ma façon. Et les streams que je fais sur Twitch, c'est le genre de stream que j'aime pas regarder. Je vais plus être. Non, ça arrive. Hein. Ouais, non, bien sur les streams où les gens font de la vanne, machin, genre MV. Je suis mort de rire avec lui, il peut streamer ce qu'il veut. Je suis mort de rire du début jusqu'à la fin. Les mecs, ils ont 1000 milliards de pognon. Enfin, voilà, avec des dérapages bien connus. Et puis après, avec Coraline, ça va être du Netflix tous les soirs. Tous les soirs, on se colle sur Netflix et puis on regarde. La seule exception qu'il y a, c'est quand il y a une émission genre Cache Investigation, un truc comme ça, où là, on va regarder YouTube. Mais YouTube, ça va plus être des contenus qui sont plutôt courts, au maximum une demi-heure. Sauf si vraiment ils pensaient ou Nota Bene, ils font un effort. Et là, je me cale à un moment donné dans la journée où je suis tranquille pour regarder ça. Ouais. Mais sinon, ça va être des formats courts. Et puis le soir, ça va être Netflix. Série, on s'enchaîne 2-3 épisodes ou alors un film. Mais principalement de la série. Dans tout ça, ça vous arrive encore de regarder la télévision? Mais moi, ça fait des années que je l'ai vu, la télé. Non, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, moi non plus, très clairement, la télévision, mais jamais quoi. Si, il y a TPMP des fois. Faut regarder TPMP et tout ça. Mais en dehors de tout troll, Jérôme, ça t'arrive de regarder la télévision? Bah en fait ça m'arrive de regarder la télévision quand je dis la télévision de manière linéaire, pas un replay ou pas vraiment la télévision. Quand je m'assois par exemple à côté de mon frère ou à côté de ma mère, tu vois, et que je regarde la télé avec eux. Mais c'est tout. Enfin, je vais pas allumer la télé de moi-même en fait. C'est quand c'est quelqu'un d'autre qui la regarde. Voilà, c'est ça, tu vois, et donc t'es à côté, tu vois. D'accord. Alors que ça m'est arrivé peut-être je sais pas quand, non pas quand il y a l'Eurovision, mais genre tu sais pas, des fois il y a un match de foot et bon c'est une finale, je fais je vais quand même regarder, tu vois. Mais j'aime la télé, voilà, mais c'est tout. Enfin, je suis pas. Moi, je regarde même pas le foot, moi en plus. Voilà. Ouais, non, mais tu vois, quand c'est une finale de Coupe du Monde, que t'as la France qui joue, tu te dis je vais jouer, tu vois, peut-être, je vais regarder, tu vois. Voilà, mais sinon. Oui, moi, je paye la redevance pour les autres. Il y a Cache Investigation. Tu regardes Cache, tu regardes Vue, tu la payes pour toi aussi. Ça, voilà, il y a Cache Investigation et il y a Vue, voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est déjà bien. Et puis Vue me montre aussi ce qui est très machin. Mais Vue, c'est un peu pour se moquer aussi des fois. Non, mais Vue, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est la télévision pour ceux qui regardent pas la télévision, j'ai l'impression. Ça va vite. Tu sais plus ou moins à quoi ressemble la télévision actuelle parce que tu regardes Vue la journée. Et puis en même temps, je suis sur Twitter et Facebook, donc tu vois passer des extraits. Quand il y a des vidéos qui passent, tu les regardes. T'es souvent au courant du pire et du meilleur. Ouais, le fameux côté un peu le dernier clash de chez Ruquier, c'est insupportable. Mais en fait, c'est pas. Je regardais beaucoup la télé avant. J'ai
petit à petit arrêter de la regarder. Donc c'est pas comme si j'étais influencé par Twitter et Facebook. C'est un peu là que je voulais en venir en fait. Ah c'est ouais. que C'est pas je refuse de regarder la télé parce que machin truc et tout. Non, je la regardais énormément et petit à petit, je me suis dit, ça me saoule en fait. Je tape que des pubs, des programmes qui m'intéressent pas. Parce qu'on nous présente énormément le sujet comme en fait ceux qui sont nés avec Internet ne regardent plus la télé, mais c'est pas le cas. Nous, on n'est pas nés avec Internet. C'est bon, l'année prochaine j'ai 40 piges quoi, c'est bon. Voilà, on n'est pas nés avec Internet. Pas un millénial. Hein. On n'est pas du tout nés avec Internet, mais on ne regarde plus la télé. En fait, c'est pas qu'on l'a jamais regardé. Enfin, moi, quand j'étais jeune, je regardais Friends, je regardais la télé, tu vois. C'est un peu comme ça. Bien sûr, tu regardais Friends, tu regardais, DKTV, t'avais plein de séries. Je regardais C'est pas sorcier, je regardais sa cartoon. C'est pas sorcier, la trilogie du samedi, tu regardais. YouTube, il y a tous les épisodes de C'est pas sorcier sur YouTube, gratuitement. Il y a tout, les Toute une fois la vie, les Toute une fois l'homme, tout est sur YouTube en fait. La plupart des émissions de télé que j'aime bien, j'ai plus aucun intérêt de regarder ça. Et puis même, la télé, il y a un truc qui est contraignant. C'est le rendez-vous. Ouais. Le rendez-vous. Moi, j'ai un gosse. Parce qu'on s'est habitué autrement, tout simplement. Voilà. On n'avait pas le choix. On a accès à une technologie qui lance l'enregistrement et que tu fais attends, il faut que je l'enregistre bien. Attends, c'est quoi le code ShowView Les gens me diront les chaînes de télé, ils ont des replays sur leur site. Ouais, ok. Oui, alors, mais bon, les replays, souvent, ça bug de partout. Sur un téléphone, c'est l'horreur. Sur la télé, j'en parle même pas. Faut être devant un ordi. Faut avoir une box. Merci quoi. Les replays Canal+, combien de fois j'ai hurlé devant mon téléphone parce que ça arrêtait pas de planter quand je voulais mater. Ça fait très longtemps que tu as pu essayer, je pense. À l'époque où je regardais encore Yann Barthès qui était sur Canal+. Sur Canal. Voilà, c'est ça. Donc ça remonte, autant dire. Non, j'ai lâché l'affaire avec tout ça quoi. Non mais ok, d'accord. Non, c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que effectivement, c'est comme pour les émissions, on dit souvent, je suis pas la cible, je regarde pas. Moi, c'est la télé que je suis pas la cible. Non, mais potentiellement, t'es la cible. Tu regardes des trucs qui viennent de ce monde-là, mais tu les regardes pas en linéaire. Ça n'a aucun avantage. Du format télé, voilà un truc. Je pense que d'ici 15-20 piges, les gens qui regardent encore la télé seront en maison de retraite, quoi. C'est un peu ça. C'est déjà un peu le cas quand tu regardes la moyenne d'âge. Hein. Les gens qui se plaignaient de TF1 qui a été coupé, franchement, il y avait beaucoup de vieux, quoi. Après, c'était des morceaux choisis pour que ce soit drôle. Je confirme, je les ai vus passer. C'était peut-être des morceaux choisis pour que ce soit drôle, les reportages, mais voilà. C'est absolument... Parce que moi, de par mon métier, j'en ai vu passer beaucoup, du coup, des trucs comme ça. Et c'est que des personnes retraitées ou presque. Hein. Et effectivement, j'ai dialogué un petit peu avec des gars de chez Orange qui bossent en boutique ou quoi, et qui disent il y en a un qui m'a dit précisément il y a un retraité qui est venu en boutique qui a menacé de se suicider si on coupait TF1. En boutique, quoi. En boutique, il est venu, il a dit mais si vous faites ça, moi demain je me tue, quoi. J'ai plus rien à faire de ma vie. Alors qu'il y a la TNT, tu t'en fous, tu peux regarder ce que tu veux. Le truc qui vraiment me ferait revenir à la télé ponctuellement, c'est qu'il y a une émission de télé qui soit que à la télé et pas disponible en replay. Sur un sujet intéressant. Et machin. Genre par exemple, des fois, les rares fois où je rallume la télé, mais c'est parce qu'il y a une émission que j'ai envie de voir sur No Life. Et encore No Life, ils ont Noco, ils ont machin, enfin il y a des replays. Donc, tu vois, même là, c'est un faux exemple parce qu'en admettant qu'une chaîne de télé ait l'idée complètement idiote de ne proposer aucun replay de ses contenus nulle part, t'irais voir la version qui a été uploadée illégalement sur YouTube. Voilà aussi. Tu vois, c'est pour ça que maintenant ils proposent leur contenu d'eux-mêmes. Oui, parce qu'ils ont bien conscience que de toute façon, ils vont se faire pirater. Donc, autant que ces vues-là, ce soit eux qui les fassent et que même s'ils ne gagnent pas d'argent avec. Parce que autant qu'ils te lâchent de la pub au milieu des replays pour t'embêter. 20 000 vues, on s'en fout un peu de l'argent que ça génère, mais au moins, il y a leur image derrière et c'est la chaîne officielle et machin. Puis je constate qu'en fait, effectivement, on est tous sur YouTube, quoi. YouTube a gagné mais à 1000% la bataille. Quoi. Franchement, je vois pas ce qui pourrait détrôner YouTube. Hein. Je vois pas. À moins qu'on se décide tous à boycotter YouTube. Pourquoi complexe. Pas, mais la plupart des gens disent tous la même chose. Je suis d'accord, mais comment c'est je te suis, quoi. En gros, c'est ça. Non, mais au-delà de ça, c'est surtout pour aller où, quoi. Enfin, quelle est l'alternative crédible où les créateurs pourraient aller sur Dailymotion, bah non, c'est mort. Sur Bolloré TV, non merci, ça va aller. Ça n'existe plus. Vimeo, c'est payant si tu veux avoir une bonne qualité. Puis encore les players, c'est YouTube. Et puis Vimeo, c'est pas la même optique non plus. Ça, c'est pas la même chose. Et donc voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait un autre opérateur. Puis combien de serveurs il faudrait pour éponger toute la communauté de YouTube? Non, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est même pas rentable YouTube en plus. Si c'est rentable à 10 000%, il est fou. Mais si, c'est ultra rentable. Pour avoir l'équilibre et machin, je sais pas quoi, avec les thunes, avec les annonceurs qui se barrent et machin, j'en sais rien. C'est du bullshit. Oh bah oui. Ils nous mentent. Il y a plein de monde la vache. qui regarde. Google, ils se font des thunes
j'allais dire des thunes en or avec Mais genre, YouTube. des thunes en or. Des thunes en or. Bah Watt, c'est vrai que nous, Flanders Company, on avait hébergé la série sur Watt parce qu'ils rémunéraient 2 fois et demi plus que YouTube à l'époque. Parce qu'en fait, ils voulaient aussi aspirer beaucoup de gens, donc ils sortaient le chéquier. Mais ils pouvaient. Watt n'était pas rentable pour le coup. De loin. Ouais. Bah Watt, je sais même pas si c'était pas rentable Watt, parce qu'en fait c'était ce qui servait de replay à TF1 à l'époque, et sur la partie web, pour tout ce qui était création web, machin ça, il y avait 2 personnes qui travaillaient là-bas. On les avait rencontrés. On est allé à TF1, on les avait rencontrés. Non mais c'était pas rentable. Personne qui bosse avec vous. Bah nous. Ah vous êtes 2, d'accord. C'était. Courage, les gars. Je te confirme que c'était Et pas vous rentable. voulez concurrencer YouTube à 2. Allez, vas-y, go. Les gars, ils ont jamais voulu concurrencer YouTube. Ils savaient qu'ils y arriveraient jamais. Non. Et en fait, ils avaient le droit. Ça buguait de partout, Watt, mais ils pouvaient rien faire parce qu'en fait, ils avaient interdiction de toucher à quoi que ce soit parce que comme ça marchait pour les replays de TF1, touchez à rien, touchez à rien, ça marche, on touche pas. Et là, t'es en train de comprendre pourquoi Dailymotion c'est n'importe quoi aujourd'hui, quoi. Parce que maintenant, c'est le replay de Canal+. Voilà. Allez, bisous. C'est comme pour on un se reparle PC, on se reparle dans quelques années pour la mort de Dailymotion. Hein, règle numéro 1 du PC, quand ça marche, tu touches à rien. Voilà, c'est ça. C'est quand ça marche pas, tu touches à rien non plus parce qu'on sait jamais. Ça peut être pire. Ça peut être pire. Ça peut toujours être pire. Bah écoutez, ce fut fort instructif. Comme la dernière fois, quand Caroline a dû nous quitter discrètement parce qu'on a notre petit être humain miniature de compagnie qui s'est réveillé de la sieste. Et qui ne dort jamais assez longtemps pour un podcast entier, malheureusement. Ah bah bravo. C'est ça. Fallait lui mettre Peppa Pig, hein, comme ça il serait assez tranquille. Bon. T'as pas écouté que j'ai hurlé pendant une demi-heure là. Ah bah tu les fous pendant 2 heures, hein, et puis voilà. Hein. Donc voilà, merci. Seul. On était avec Coraline qui nous a quittés. On était avec Laurent. Vie, c'est toi. C'est moi, oui. C'est toi que je parle. Il s'est endormi, ça y est. On était avec Gekota. Eh oui, j'étais là. À la prochaine. Et donc moi c'était... à la prochaine. Là où trop, tu sais, ouais. Tu te dis bon, ça a duré trop longtemps. Et donc bah, je sais plus comment enchaîner après ça, moi, tu vois. Non, donc je voulais juste vous rappeler qu'on est dispo partout. On est dispo sur cafégaming.fr, sur Apple Podcast, sur YouTube aussi. Sur YouTube, ouais, on passe l'émission sur YouTube avec des fois un petit peu de retard, mais on la poste sur YouTube. C'est là que je l'écoute. Ouais. Pour dire. T'es le seul. 3 vues. Et c'est 3 vues, c'est toi, moi et Eddie. C'est ça. Et voilà. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des machins. J'aime pas trop faire ça. Voilà. Bon, ça, voilà, vous connaissez. Expérience sociale, mettez les pouces bleus. Vous connaissez le délire, les pouces, les cloches, et tout, les compagnies. Et moi, ça me saoule. Voilà. Allez, ciao à tous. Bye. Bye. Ciao. Bye. C'est fini.